Et sous les chamallows, that's délire du 9 mars 2026. À 6h43 heure locale, j'espère que tout le monde va bien. Everybody on this earth. Rebondir sur le. Alors aujourd'hui, nous allons baisser le son. Voilà. Et c'est tout, à demain, même endroit, même heure. Non, je déconne. Aujourd'hui, nous allons faire peu de charts. S'il y a des trucs à mettre. Je reviendrai vite fait sur l'update à 7h là. Mais normalement, vous savez déjà ce que je vais dire. Enfin non, mais bon. En attendant 7h, nous allons finir l'infernale vidéo de Stachenko avec François de Rugy. Vidéo non moins qualitative, mais distrayante. On finit la partie qui consiste position de l'Europe dans la guerre monétaire. Après, on a les avantages politiques d'un retour étalon hors numérique. J'arrête le, tu vois. Après, on a l'euro numérique et la dite conclusion. Et ensuite, c'est fini. Et il nous arrêtera et c'est fini. Sauf que, après, on fera le chart, d'accord? Après le chart, on va faire une autre vidéo. Et celle-là va pas vous plaire. Voilà. Bitcoin, Bitcoin. Vous me dites si le son c'est pas assez fort, tout ci, tout ça, c'est parti. Le point d'avant et donner un peu de perspective parce que c'est assez drôle, mais effectivement, le siècle qui a suivi la découverte de l'Amérique et le rapatriement d'énormément d'or et d'argent en Europe a pris a posteriori le nom comme période historique de siècle de la révolution des prix. Et quand on regarde a posteriori à quoi ça correspond, cette révolution des prix, en fait, on se rend compte que ça correspond à une inflation de 2% par an. Et aujourd'hui, 2% par an, c'est la cible, c'est la normalité. Considéré comme faible. Voilà, dans la réalité, nous vivons aujourd'hui une révolution des prix. C'est juste qu'on l'a vraiment mise comme la normalité et non plus comme quelque chose d'absolument exceptionnel. Normalement, un prix, c'est stable, ça n'a pas à augmenter de 2% par an. Mais donc vous, vous êtes plutôt dans un scénario c'est-à-dire de cohabitation, sans connotation politique évidemment, mais de cohabitation Bitcoin comme une forme de monnaie de la mondialisation, peut-être étalon de mesure, ou en tout cas étalon Oui, et de aussi valeur monnaie indépendante non des banques centrales. manipulable, Voilà, exactement. ça, c'est pas que. Donc ça, c'est pas ça peut exister même s'il y avait une forme de démondialisation. Et donc vous êtes plutôt dans la cohabitation que dans le remplacement, dans le fait qu'il y a une substitution. Je pense que les changements, moi je disais ça quand j'étais élu local, mais je crois que c'est vrai à toute échelle, les changements profonds et durables, en réalité, c'est les changements progressifs. C'est très rare qu'un changement brutal. C'est marrant parce que du coup, le slogan du PS, le changement c'est maintenant, même vous, vous y croyez pas, quoi. Produisent des effets profonds et durables. Souvent, les changements brutaux, il y a un contre-changement. D'ailleurs, on dit la révolution, et c'est drôle d'ailleurs, parce que la révolution, normalement, c'est un tour complet. Hein, donc, ça veut dire qu'on va dans un sens, mais finalement, on revient au point de départ. Incroyable. Bon, ça, on va pas faire un débat sur révolution et réforme, mais je crois plus à la réforme, en l'occurrence, c'est-à-dire au changement progressif, mais qui, en réalité, dans le temps, durent beaucoup plus longtemps et sont beaucoup plus profonds.
Donc peut-être, mais encore une fois, moi je suis pas devin, donc je cherche pas à dire, voilà, Ouais, ça ouais. va se passer comme ça. Et alors, c'est comme alors, l'énergie, on peut dire comment ça peut se passer dans les 5 ou 10 ans, si vraiment il y a une innovation de rupture, technologique de rupture dans 10 ans, bah, la donne aura changé. Mais en revanche, ce que je sais, c'est que politiquement, on ne peut pas fonder une politique sur les 5 ans qui viennent. Un mandat, normalement, ça dure 5 ans, enfin, normalement, parce que en France, malheureusement, on est rentré dans une phase de grande instabilité et de manque de visibilité. Mais là, on ne peut pas fonder les choses Salut sur Nagui, l'idée qu'il y a une ça va très bien et toi? innovation de rupture qui va tout balayer. De même que je ne crois pas plus au fait que l'IA va tout bouleverser, tout balayer en très peu de temps. Ça accélère les choses, ça va Lol. bouleverser beaucoup de choses, mais c'est pas pour ça que tous les emplois. Voilà, Putain, il boucle bien avec le début de sa logique, lui. Surtout, ne pas réfléchir. T'inquiète, on verra après. Mais tonton, ça fait 20 ans, il n'y a plus d'industrie dans ce pays, on continue à former des ouvriers, il n'y a pas un problème. Non, t'inquiète, on va commencer à réfléchir à des solutions. Mais tonton, il y a l'IA qui arrive. On n'a plus d'usines, là où il y a des usines, c'est des robots. C'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il serait pas temps de réfléchir? Comment occuper les gens? Mais non, t'inquiète, ça va prendre du temps. On a le temps. Mais tonton, t'as pas l'impression on est à la bourre un peu? T'as pas l'impression le pays part à volo depuis 30 ans, non? T'inquiète, l'IA, ça va rien changer. Les robots, c'est nul. Les robots, c'est de droite, de toute façon. Donc, vous reste un peu de homard? De col blanc vont disparaître, comme à une époque on pensait que tous les emplois de col bleu allaient disparaître, et ainsi de suite, quoi. Je pense qu'il faut quand même garder un peu le sens de la mesure sur les Oui, évolutions dans le temps. il faut rester mesuré, monsieur. Ben voyons. Il faut rester mesuré. On va pas commencer à expliquer aux gens que tout est foutu, voyons. Historique. Puis par ailleurs, sur un sujet comme la monnaie, il y a un tel niveau aussi d'importance de la décision politique que ça se fait pas en un jour. Il y a la question de la Ah oui. confiance aussi. Finalement, la monnaie, c'est la confiance. On disait d'ailleurs autrefois la fiducie, hein, et la fiducie, c'est ça que ça veut dire. Et donc, bah oui, les gens, forcément, aujourd'hui, ils se posent des questions. Même les gens intéressés par le Bitcoin, oui, mais quand même, est-ce que c'est fiable dans le temps? Oui, bien sûr. Même les bitcoiners, ils se disent, on sait pas trop. On sait pas trop. Est-ce que je ne vais pas, entre guillemets, me faire avoir? Ah ouais, mais on ne sait pas. Est-ce que et pouf, il y a plus rien. On sait pas. Donc, bah, ça, Hein, on se pose la question tous les jours. On est dans le doute. Tu envie de lui dire: «Mais c'est pas grave mec, on réfléchira plus tard. C'est pas grave». ça se construit pas en un jour. Non, c'est sûr, c'est plutôt, pour certains, c'est une affaire générationnelle en réalité, le bitcoin. Après, chacun évidemment a sa Oui, c'est là que propre quand vision des même, quand choses. on parle de génération, ça dépend ce qu'on appelle, avant on disait c'était 25 ans, à peu près une génération, mais c'est là qu'en effet on vit peut-être une Mais non, ça va pas plus vite. On a le temps. On a le temps. Ouais, c'est génial, quoi. Tu pas l'impression, ouais, puis en plus aujourd'hui ça va plus vite, maintenant les générations c'est plutôt 10 ans, ouais, ouais. Donc, à la fin une génération c'est un GTA tellement ça met du temps à sortir, quoi. C'est ça, on en est là, qu'est-ce qui se passe en fait? période historique où il y a des accélérations. Les changements se font sur des temps plus courts Ah, via la technologie. ah, ah, du coup ça n'a plus aucun sens. D'accord, OK. Et donc là, on a beaucoup parlé de la partie appropriation par les citoyens de cet étalon non manipulable pour la mondialisation, avec des bénéfices en termes de, je veux dire, pratiques, frais de transaction, délai de transaction, etc. Est-ce que vous avez aussi en tête des avantages géopolitiques? On parlait de cette divergence, ou en tout cas de cette forme de régionalisation, d'un retour d'un certain nombre de conflits. Est-ce qu'il peut aussi y avoir des avantages géopolitiques à avoir euh, un retour à un étalon or mais numérique, ou est-ce que pour vous c'est vraiment plutôt quelque chose de l'affaire de la protection du patrimoine ou des choses comme ça? Bah, on ne sait pas, on ne sait pas. Il faut laisser faire monsieur, enfin, qu'est-ce qu'il va nous raconter encore?
Là aussi, c'est un peu difficile à dire puisqu'on en est encore finalement, peut-être pas dans les balbutiements, mais dans les débuts. Oui, on est early. We're still early, bro. Moi, On a le temps, on a le temps. Vous avez pas compris. Le résumé du truc, c'est t'inquiète, on a le temps. j'aurais tendance à dire, là aussi, il y a 2 réactions. Quand il y a quelque chose qui émerge et qui émerge un peu plus, à un endroit qu'à un autre. Là, en l'occurrence, on peut dire un peu plus aux États-Unis, puisqu'en plus maintenant c'est poussé. Oui, voilà, parce que BTC, c'est américain. C'est américain. Parce que Trump, il a dit I love Bitcoin. Du coup, voilà. Les changements, ça se fait sur le temps long et tout. Very simple. Même par le président des États-Unis. Même par le président, vous vous rendez compte? C'est Trump, il a dit Bitcoin is good. Good for you, Bitcoin, it's good. D'accord. Mais c'est génial, tonton. C'est vraiment génial. Donc la plus haute autorité politique des États-Unis. On peut se dire, nous on n'en veut pas. Nous on mange pas de ce pain-là, donc non Non. seulement on va lutter contre, mais on ne va pas l'utiliser, on ne va pas. Ah oui. Et finalement, on peut Non, enfin, tu vas pas l'utiliser et en plus, tu vas lutter contre. Comment tu veux lutter contre? Enfin, c'est plus facile de pas l'utiliser que de lutter contre. Donc d'abord, tu l'utilises pas et après, tu luttes contre, en fait. Les mots ont un sens, en fait. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? dire que c'est un peu la même chose sur la défense. Hein. Trump dit qu'il va annexer le Groenland, lapsus révélateur, et il dit je vais annexer le Groenland. Bah, on peut avoir 2 réactions. On peut dire ah non mais cette politique de la force, Je veux dire, c'est OK. Trump, il veut annexer des pays indépendants souverains, tu vois? C'est OK. cette politique de la menace, cette politique du bras de fer, on ne mange pas de ce pain-là. Ah ouais, on mange pas de terre. Sinon, il y a, les lois internationales. L'ONU, tout ça, tout ça. Mais, mais voilà, hein, enfin, il y a 2 façons de voir la chose. C'est légal ou c'est pas légal, voilà. Voilà. Vous étiez ministre, hein, monsieur, quand même, hein. Si j'ai à un moment donné, On n'en veut pas, donc on ne mange pas de ce pain-là, donc on ne fait rien. Ou au contraire, on peut dire ah mais mon cher Donald, tu crois que nous Européens, on va te laisser faire? Eh ben, on envoie des troupes d'ailleurs à titre préventif. Hein, voilà, hein? je sais pas si elles auront à agir, on espère que non, mais Hein? Mais je m'en bats les couilles. Quel est le rapport avec BTC? Elle est dysfonctionnelle, ta métaphore, là. On va faire quoi, du coup? On va voir Trump, on lui dit: «Ah, hop, 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 tu veux faire, réserve en bitcoin, mais nous, on n'a pas envie». Je comprends pas, et on va faire quoi, du coup? On va lui envoyer des euros? Enfin, je comprends pas. au Groenland, c'est ce qu'on commence à faire. Je sais pas. D'accord, mais dans ta métaphore dysfonctionnelle, là, les soldats que la France envoie pour empêcher les États-Unis de faire un truc, OK. Qu'est-ce qu'ils font sur bitcoin? Dans l'absolu, comment on fait? Tu vois? Je veux pas qu'ils utilisent BTC, je fais comment? J'envoie quoi? Des droits de douane? Bah, ça va durer, je sais pas si ça va être symbolique ou si ça va être. Mais ça montre bien que d'un point de vue géostratégique, géopolitique, on agit face à la Chine. Parce que dans ce débat, j'ai l'impression que en Europe aujourd'hui, on est tellement focalisé sur Trump, parce que Trump est très fort. Mais vous, en Europe, vous non, mais c'est super. Ouais, d'accord. Bon. Donc l'Europe est un sous-continent qui n'a pas compris qu'il était, une colonie, américaine. Donc 90 de nos intérêts sont intérêts, américains, en fait. On a fait passer les Russes pour les méchants, les Chinois, on les ignore. Et nom de Dieu, quoi. Eh ben, Pour faire tourner l'attention et l'actualité autour de lui, qu'on en oublie que la puissance montante la plus grande, c'est la Chine, et que hein? pour moi, la menace sur Quelle menace? Mais de quoi tu parles? Non, mais vous ne parlez que des US parce que vous êtes une colonie US, c'est tout. Enfin, stop. la civilisation démocratique, libérale, européenne, T'as dit que des mots que j'aime pas. T'as dit que des mots que j'aime pas.
Européen, démocratique, libéral. C'est que des mots que j'aime pas. Bah, elle n'est pas aux États-Unis aujourd'hui. Elle est beaucoup plus en Chine. Que la Chine a une Ah stratégie de bon? puissance depuis des années, qui peut leur reprocher? Bon, voilà, ils ont envie de devenir une grande puissance. Mais ils ont toujours été une grande puissance, il y a pas de ils ont envie de devenir et cetera, Ils font des plans long terme, qui peut leur en vouloir, tu sais? Enfin, justement, est-ce qu'on peut prendre l'exemple, s'il vous plaît? Est-ce qu'à un moment donné, on peut faire du moyen terme, en fait, juste même pas du long terme. Long terme, on peut pas. Long terme, vous êtes trop débile, mais du moyen terme, juste. Juste, on arrête le court terme, tu vois? Faire du moyen terme, tu vois? Quand c'est pas au mandat en cours, tu vois? C'est au mandat d'après, tu vois? Un très grand pays, très peuplé, c'est tout à fait logique. Ils ont cette stratégie de puissance qui avance, qui avance, qui avance depuis des années et qui vise quand même à contrôler tout un tas de sujets dans le monde. Incroyable, Les matières premières, les métaux rares, les routes commerciales, incroyable, hein. c'est la politique comme le faisaient les Britanniques au 19e siècle, des Incroyable. comptoirs, hein. Bon, ils s'en cachent pas, c'est les routes de la soie, etc. C'est clair, c'est transparent. Ouais, ouais. Bon, bah, face à ça, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on Qu'on va bombarder l'Iran, voilà. qu'on ne fait rien, qu'on n'innove pas, etc. Je ne sais pas hein, si un jour la Chine voudrait imposer le yuan comme monnaie mondiale, Non, comme les États-Unis ont réussi de fait à non, imposer le dollar comme monnaie. ça n'a aucun intérêt. Non, parce que c'est du court-termiste. Enfin, c'est du mid-term, à la limite. Mais non, la Chine fera pas ça. Parce que la Chine, elle a une vision beaucoup plus long terme que ça, en fait. Parce que quand tu fais ça, tu finis par t'effondrer, en fait. Mondiale. Ça que rien qu'aujourd'hui, le yuan chinois, il est pas accessible il y a leur vraie monnaie est pas accessible aux extra-pays, quoi. Aux extraterritoriaux. Ah bon, bref. Bref, 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 bref. C'est pas exclu quand même. Est-ce que bah, du coup on dit bah nous, Quel est le rapport avec les talons or? Je comprends pas. Le timer de la vidéo, c'est sur les talons hors BTC. Le mec est en train de m'expliquer le yuan numérique, quoi. les Américains vont vers notamment le Bitcoin, les stablecoins, etc. Bah, faisons-le aussi nous en Europe. Parce que c'est aussi Mais vous êtes débiles, fini. Donc les États-Unis font quelque chose vite, faisons-le. Non mais attendez, 2 secondes, 2 secondes. On revient sur terre encore, toujours pareil, hein. Satoshi Nakamoto. Est-ce qu'il faut rajouter l'accent? Ou juste, techniquement parlant, s'il fallait tirer à la fléchette sur une map monde et se rapprocher le plus proche de quel pays ça vient, tu vois, on aurait tendance à toucher l'Asie, quoi, tu vois. Je sais pas. Au hasard. Satoshi Nakamoto. Est-ce que ça fait très Ningala comme nom, tu vois? Bon. Deuxième chose, le minage de BTC. C'est la Chine qui a miné le plus de BTC. C'est la Chine les premiers à avoir accepté BTC. La Chine, ils ont parlé de ban tous les ans, ils l'ont jamais fait. Ils ont fini par pseudo-ban en 2021-2022 quand c'est fini. Qu'est-ce que t'en sais que c'était un British? Parce que les heures d'écrit et la façon d'écrire. Il peut être British et vivre déjà tout seul. Non, il n'est pas tout seul. Donc déjà, il est British, me paraît fifou, tu vois. Mais il y a aucune hypothèse de, il y a tendance à être chinois, quoi. Enfin, s'il vous plaît, quoi. British, on n'en sait rien. Je sais pas qui est Satoshi, t'en sais pas qui est Satoshi, personne sait qui c'est Satoshi. Ceci étant dit, dans le nombre d'hypothèses, vous n'avez jamais un putain de chinois. Jamais. Vous avez des Nick Szabo, des je ne sais qui. Ouais. Alors que bordel de nous. Bref. Il y a pas plus d'hypothèses. Non, mais il y a pas plus d'hypothèses. Mais des éléments que j'ai, Satoshi Nakamoto, ça sonne plus asiatique que norvégien. Vrai ou pas? Je, je, je te dis pas qu'il est chinois. Je te dis que s'il fallait partir sur une probabilité, j'en sais rien. Non, 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 non. Mais c'était la première partie. Deuxième partie, factuellement, les Chinois sont les plus gros mineurs de BTC, in fine. Le plus gros stack de BTC, il a été miné sur sol chinois, hein. Faut quand même en avoir conscience quelque part. D'accord? Donc aujourd'hui, en 2026, t'expliquer que on va adopter la crypto parce que Donald Trump, il a dit que la crypto c'était friendly. Non mais au secours.
fait, au secours, alerte aux Mongols, en fait. Et je suis désolé, je reviens sur le Satoshi Nakamoto, il y avait même Samsung, Toshiba, Motorola et je ne sais plus quelle autre marque là. Mais au final, c'est le début de chaque mot, et cetera, et cetera. Bref, il y a plein de trucs fifous, mais ne pas l'esquisser ou partir du principe que Satoshi est autre chose qu'un Chinois de base me paraît fifou, en fait. Mais non, on s'en fout, c'est un collectif et c'est très certainement un collectif de fils de pute, en plus. Mais très certainement chinois. Putain, pour build un truc sur le long terme, il y a qui d'autre que les Chinois, de toute façon? Venez, on fait un truc, ça va durer plus de 200 ans. Vous avez déjà vu autre chose que des Chinois faire ça? Ouais, l'Occident quand elle faisait des églises, OK, mais sinon, je sais pas, ça pue le chinois BTC quand même, non? Aussi une réponse géopolitique à ce qui se passe ailleurs et au fait qu'on ne veut pas être à chaque fois ceux qui réagissons. Et du coup, ça veut dire quoi, Satoshi Nakamoto en kanji? Ça veut dire quoi? Non, pas forcément Ming Song, non. Mais il parle pas de BTC dans le livre. Il y a aucun moment où il parle de BTC. C'est même pas esquissé, il y a même pas de. Mais non, non, mais moi ça, pour moi, ça me paraît le plus plausible. Mais bon, on va. Encore une fois, la Chine, c'est leader mondial quasiment tout le temps, et ça ne fait que du long terme. Ce serait pas déconnant, tu vois. Mais encore une fois, on s'en fout, à la limite, tu vois. C'est-à-dire que ce soit un collectif de cypherpunk ou pas, même, on s'en fout. On peut se faire de la branlette intellectuelle sur qui est Satoshi, tu vois. D'accord? Mais juste je te dis, ce qui m'insupporte le plus, c'est le côté, il faut s'intéresser à BTC parce que Trump, il a dit que c'était cool. Non, mais au secours. Ça, par contre, c'est vraiment le niveau zéro, quoi. Putain. Bref. Il me semble que c'est 2013, il me semble que c'était 2013 la première sortie, mais peut-être pas. Peut-être que c'est le bouquin qui est sorti, je sais pas. Il me semble que c'était 2013 ou 2011, je sais plus. Bref. Non, mais c'est sûr. Bon, ouais, ouais, ouais. Bref. Puis la Chine, ils sont early sur tellement de choses, la monnaie papier, la monnaie fiduciaire, tellement de choses en fait. Ce serait pas déconnant que ce soit chinois. Bref, mais l'argument de je vais m'intéresser à BTC parce que Trump il a dit que c'était cool, j'ai envie de prendre des gens, je te le dis direct. Surtout quand c'est des mecs qui sont ministres. Il est ministre, le mec. Enfin, il était ministre. Ministre. T'as le droit de dire ça quand je sais pas, quand t'as 16 ans et que tu regardes la télé-réalité, quoi. Peut-être qu'à 16 ans, en regardant les ch'tis à Miami pendant 4 heures par jour, tous les jours, tu peux te dire, tiens, Trump a dit que c'était cool, du coup, je vais faire pareil. Sinon, non, enfin, sinon. Le pire dans l'histoire, c'est que le mec, il était ministre sous le premier mandat de Trump. C'est ça le pire. Mais bon, au secours, finissons ça. Et on passe sur le chart et après on Quand change les de choses sont vidéo. déjà faites. Alors c'est vrai que l'Europe a souvent, l'Union européenne, en tant qu'institution politique, réagit souvent dans la crise. Et elle a souvent progressé, d'ailleurs, elle franchit des caps, mais lorsque la crise était déjà là. Ouais, bien sûr, ouais. Espérons que cette espèce de situation de crise permanente que crée Trump va faire réagir l'Europe Ouais, bien sûr, ouais. durablement. Et je pense que dans ce cadre-là, elle aurait tout intérêt à ne pas rester à Bien sûr, ouais. L'essence à 2,50, ça te va ou pas? Bon, côté bref. de, de cette émergence du Bitcoin. Et je le dis de la même façon, par exemple, ça peut paraître bizarre, mais la comparaison, mais il y a des gens en France, ils disent non, il faut faire zéro Là, je dis ça parce que je suis pro-chinois aussi, hein. Ça aide aussi, tu vois. énergie renouvelable. Je suis pro-chinois et j'avoue que c'est trop peu abordé, donc j'avoue qu'à chaque fois, ça me fait tiquer, mais bon, pourquoi pas. Et je leur ai toujours dit, mais est-ce que vous pensez que la France peut rester à l'écart du boom mondial? Il y a un boom mondial autour du solaire et de l'éolien. Est-ce que nous, Français, on va dire non, 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 on reste totalement à l'écart? Qu'on n'en fasse pas le cœur de notre stratégie parce qu'on a le nucléaire, oui, mais qu'on dise on reste totalement à l'écart, ce serait quand même un peu dommage. Voilà, je pense qu'il faut quand même regarder ce qui se passe ailleurs, ce qui se fait ailleurs, et dire
un bon moyen aussi de préparer l'avenir, c'est de ne pas rester à l'écart de ce qui se passe ailleurs, de ce qui se fait ailleurs, plutôt que de vouloir, hein, vous savez, le petit singe qui met ses mains sur les yeux. Et c'est pareil vis-à-vis de la Chine. Je pense qu'on est encore beaucoup. Alors d'ailleurs, la Chine, c'est très particulier parce que les hommes politiques français ou les femmes politiques adorent aller en Chine et ils reviennent à la fois fascinés. Oh, Ouais, comme ça ouais, va vite, comme ils sont forts. MDR, non, mais vous me faites marrer, mais putain, mais qu'on les colle au mur, bordel. Oh là Comme ils là. déploient vite, quelle échelle! Oui, bah oui, par ailleurs, un pays d'1 400 000 000 d'habitants, bah oui, c'est sûr, a une plus grande échelle qu'un pays de 67 millions, hein, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, ils reviennent aussi très inquiets. Ils se disent, on va se faire manger tout cru. Alors que bah, il faut rester rationnel. Il faut ni être fasciné, ni paralysé par l'éclat des phares, hein. Il faut agir. Tu sais, les mecs réalisent en fait que tout va paravolo. Non, mais c'est génial. Bon, bref. Oui, ouais, vas-y, ouais. Et du coup, vous nous amenez où avec ça? Et se saisir des différentes opportunités, voir ce qui se passe, le comprendre et voir comment nous on s'en saisit. Plutôt qu'en effet de dire on va lutter contre en le refusant par principe. On parlait de la Chine à l'instant, et puis de... J'ai pas compris, hein. Il est parti sur les panneaux solaires, et puis c'est revenu. Ils ont un principe quoi? De refuser les panneaux solaires? Je comprends pas. l'internationalisation du yuan, mais Qui refuse les panneaux solaires? Qui refuse les panneaux solaires? Au secours, en fait. Dans la vraie vie, ça existe. Non, parce qu'il y a Charles Gave pour dire miroir magique ou je sais pas quoi. D'accord, mais toi, t'as vécu à Hong Kong, donc bon, ta gueule, en fait. Je- Bref. mais aussi la Chine a notamment, pendant un temps, fermé les vannes à Bitcoin pour laisser la place à ce qu'elle a appelé son yuan numérique. En Europe, on l'a dit, pour l'instant, notre réaction principale face à ces nouvelles évolutions monétaires, c'est l'euro numérique. C'est quoi votre vision de ce sujet? Bah, elle est finie, la partie étalon or. Putain, c'est un mec de gauche qui a réussi à parler du sujet BTC étalon en parlant de la Chine, mais qui n'a à aucun moment parlé de crédit énergétique, tu vois. Parce que c'est unpopular opinion. Bah, je pense que c'est insuffisant comme réponse. C'est ça, c'est le syndrome du train de retard, quoi. C'est-à-dire que d'abord on a commencé par dire non, puis on dit bon on va faire une ouverture, mais on le fait sur un sujet qui Bon, déjà, il a comparé BTC et les MNBC, donc niveau compréhension, voilà où on se est pose. déjà, je suis pas un spécialiste, mais un peu dépassé et un peu limité dans son champ d'utilisation et d'application, alors que je pense qu'encore une fois, on gagnerait à ouvrir les possibilités. Et puis là aussi, mais ça c'est aussi une question de philosophie politique, hein, de laisser aussi les citoyens s'en saisir ou pas. Si les citoyens, les consommateurs, les investisseurs, les épargnants, tout le monde, enfin parce que tout le monde est d'une façon ou d'une autre acteur économique à sa façon, s'en saisissent, bah, ça veut dire que c'était quand même quelque chose d'utile. S'ils s'en saisissent pas ou qu'ils s'en saisissent minoritairement, après tout ça peut arriver aussi, quelque chose, bah, ils vivent sa vie, mais ça reste minoritaire. Bon, bah voilà, c'est pas grave. Mais d'ailleurs, c'est pas grave. Ça veut dire que Oh là 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 là. Putain, mais c'est vraiment. c'est pas une menace non plus, voilà. Ça, mais ça, c'est ce qu'on a paradoxalement, hein, on dit souvent l'Europe, il y a beaucoup de discours de gauche en France, l'Europe est ultra-libérale. Moi, je trouve qu'elle est surtout ultra-réglementariste, hein, c'est-à-dire qu'elle a toujours l'ambition de vouloir tout réglementer. D'ailleurs, il y a une formule qu'on utilise beaucoup dans le milieu des startups, des entreprises innovantes, mais qui malheureusement reste vraie. Les États-Unis innovent, on disait la Chine copie. Alors ça, c'est de moins en moins vrai, parce que la Chine innove aussi. C'est un truc de boomer, c'est le proverbe de boomer par excellence, quoi. Vous avez tellement chié à la gueule des Chinois que quand vous dites Made in China à un 60 ans, un mec qui a 60 ans, il vomit, tu sais. Pour lui, c'est de la merde, c'est de la basse qualité, tu vois. Mais même presque ma génération, c'est pareil. Le Made in China, on vous l'a connoté à regardez, c'est du basse qualité. Regardez, c'est de la merde. Regardez, c'est pour les pauvres. Voilà. Bon. C'est plus vrai depuis 10 ans. Et ce sera plus vrai pendant 1000 ans. Ça a été vrai pendant 60 piges, mais c'est pas grave. Écoute, c'est la vie. Mais bon, soyons étonnés.
faisons comme si on était tous étonnés, tu vois. Waouh! Je m'en doutais pas. Oh là, waouh! Je suis tellement abasourdi par tant d'informations. aussi, et on disait l'Europe réglemente. Bah oui, mais déjà, innovons. Soyons un continent d'innovation et on Au en secours. tirera, comme d'autres, les bénéfices. Et alors pour conclure, vous avez un message potentiellement pour les décideurs politiques français sur Ouais, et ben, pour conclure, après 1 heure de vidéo, y a-t-il un petit peu de pratique dans tout ça? Ou est-ce qu'il y a que des grands mots posés les uns après les autres, tu vois? Si vous avez une proposition dans le réel, juste une, s'il vous plaît. sur Bitcoin et européen. Et puis d'ailleurs, peut-être qu'à l'échelle locale, dans les régions Pays de la Loire, peut-être qu'il y a des choses à faire. Pourquoi Voilà, pas? en plus, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie là, à part te tourner les pouces? Allez, c'est ta dernière chance c'est ta dernière chance, mec. En tout cas, il y a ce qui est sûr, déjà moi je pense s'il y a un message politique, ça alors là, plus je travaille, j'en étais déjà convaincu quand j'ai été Oh putain, il va nous dire que rien n'est perdu. On a toujours la possibilité de s'en sortir. À un moment donné, on va tous s'en sortir. député au ministre, mais plus je travaille avec des entreprises privées, plus je dis laissons plus de liberté. Ah, N'ayons pas peur de l'innovation, n'ayons pas peur du progrès technologique vite, des robots partout, mais vite, des robots partout. Des robots partout. Partout, 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 partout. et n'ayons pas peur du fait que les citoyens prennent les choses en main par Bien eux-mêmes. Au sûr. contraire, c'est souvent quand même très C'est bénéfique. On a eu des décennies et des décennies de surréglementation qui finissent par étouffer l'innovation. Et c'est incroyable. vrai sur le Bitcoin comme d'ailleurs sur l'énergie. L'écologie est d'ailleurs victime. Parce que comme l'écologie par Voilà, que l'écologie, c'est que tous les rien de concret. Y a pas, ils n'arrivent pas à dire un truc de réel, quoi. Genre, on fait quoi en fait? nécessité, relever les défis Et écologiques, quel défi? Relever les défis. Faut relever les défis. ça nécessite de l'innovation technologique. Bah, si en plus on étouffe l'innovation technologique, on ne Voilà, relèvera pas les défis écologiques. Et voilà. Et vas-y, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça veut rien dire. au-delà de ça, j'ai envie de dire aussi, ayons conscience de nos propres forces. Voilà, sketch prédictif. Vous inquiétez pas, on va tous s'en sortir. Mais monsieur, vous foutez rien. Putain. Et de nos propres opportunités. Alors là, c'est particulièrement vrai pour la France, pour l'électricité et pour le minage du Bitcoin avec de l'électricité 100% décarbonée. Alors Incroyable. pourquoi ne pas le faire quand on a ces opportunités Je sais pas, peut-être parce que le président, il vend nos centrales. Au hasard, au hasard, au hasard. qui sont là, qui nous tendent la main, qui ne nous Oui, demandent même pas un grand effort d'investissement, qui demandent zéro aide publique aussi, disons-le. C'est des choses qui disons-le, Nicolas. Nicolas qui paye. Putain, mais même la gauche, ils ont des argumentaires, Nicolas qui paye. Vous me faites chier, bordel. soit fonctionneront par le marché, soit s'arrêteront. Eh ben, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup pour ce gloubi-boulga. Putain, c'est gold. C'est de la merde, hein. Bon, ça fait 3 jours qu'on est dessus. Vous devez être bien content d'en être arrivé à bout. C'était un enfer, c'était de pire en pire. Ça commençait bien, mais c'est de pire en pire. Donc c'est la première fois qu'on veut une vidéo de Statch où on n'en peut plus, mais c'est pas grave, hein, vivre avec. Bon, je fais le chart vite fait, mais très vite fait, parce que rien n'a changé. Et après on passe sur la prochaine vidéo, qui va être un enfer sans nom. Donc, je crois que je vous ai pas mis le replay d'hier, mais je vais vous le mettre à la fin du live. Je vous mets les deux, le replay d'aujourd'hui, le replay d'hier. Donc, hop, juste par rapport à l'interne, je roll back ici. Donc hier, on était là sur le chart et grosse hésitation sur le long, etc., etc. Mais je vous ai dit que c'était légit, blablabla, mais que je le prendrais pas, donc on va pas le monitorer, etc., etc.
La ligne bleue, c'est la ligne bleue foncée, c'était l'invalidation du scénario bleu. Et là où techniquement, si on a les longues, il faut choper le stop ici, mais on peut pas placer des stops ici à cause de l'UT supérieure. Donc en soi, il est pas tradable, sauf si vous tradez que l'interne et que ça rentre dans votre. Et ça, oui, c'est légit, mais moi je le joue pas. En gros, c'est ça l'idée. Ceci étant dit, l'objectif c'était la petite ligne ici, hein, la petite ligne ici qui était la clôture H4 et la 38.2 il me semble. Non. Et je ne sais plus, bref. Tac, 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 tac. Ok. Ça c'est l'interne. D'accord. Ça c'est l'interne. Je vais ici. Ça c'est l'interne. L'UT qui nous intéresse nous. Attends, on met ça parce que on est en update. Ah. TradingView qui bug. TradingView qui bug plus. Ok. Donc ça, on va le delete. Voilà, ça c'est l'interne. Maintenant, à l'UT qui nous intéresse nous. Donc le mieux c'est le bleu parce que si on continue à la baisse, on va augmenter la probabilité de la fractale du dead cat bounce. Donc si on revient chercher trop ici, là, on augmente les probabilités que le bottom ici lâche, d'accord, ce qui est relativement chiant, mais sans plus, d'accord. Ok. Tac, 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 c'est à peu près tout. Ok. Là, je rezoome sur l'interne. Moi, je vais tenter long ici, d'accord. La poche de liquidité là, je vais tenter long ici. S'il me le donne pas, il me le donne pas. S'il me le donne, tant mieux. S'il me le donne pas, tant pis. Ça, c'est pour la point de vue trading et le point de vue d'un côté trade, d'accord. Le côté, on va dire spot, même si on peut trader en spot, mais le côté plus gros time frame, d'accord. Si on bounce ici, sans venir chercher la boîte verte, d'accord, c'est mieux si vous voulez un bottom à 60 000 pour le moyen long terme, voire permanent, d'accord. C'est mieux qu'on n'aille pas chercher là-dedans, ok. Si vous voulez un bottom permanent, le mieux c'était même de valider le scénario bleu, chose qu'on a invalidé aujourd'hui, mais on s'en fout, ok. Maintenant, le fait d'aller chercher ça augmente les probabilités que le top soit ici, à l'UT qui nous intéresse, donc que le bottom ici lâche. Si le bottom ici lâche, voilà, ok. Donc c'est à peu près tout. Hier, on était vachement, j'étais vachement hypé et je me suis grave tâté à le prendre. Je ne l'ai pas pris. C'est dommage, mais c'est bien. Ce qu'il a validé, mais derrière il recover direct. Donc en soi, je suis content parce que la lecture est bonne. Je suis content parce que le bottom est pas trouvé et que je suis pas rentré dedans. En revanche, je suis deg de pas être rentré dedans vu qu'il était validé. Mais bon, ça dépend comment vous voyez la chose. En soi, ça me dérange pas qu'il valide ça, que je sois pas dedans. Bref, c'était à peu près tout. Ok. Donc là, c'est la même chose. Donc là, c'était le chart de hier. Hein. Donc chart de hier, faut pas prendre la ligne bleue. Si on prend la ligne bleue, on invalide le scénario optimal. Si on invalide le scénario optimal, les probas qui viennent chercher la boîte verte sont non négligeables. On augmente les probas d'aller chercher cette boîte. Si on va chercher cette boîte, on augmente les probas de pas avoir un bottom à 60 000. Ok. Donc que s'est-il passé, Madame Persil? Tac, tac. D'ailleurs, on en parlait hier que bon bref, avec Roro, je sais pas si t'es là, mais du coup, tu t'es fait lever le short, si t'as pris short, ou du coup, je sais pas où t'as mis ton stop. Bref. Mais voilà, le trade est validé, on est content, donc on peut d'ores et déjà acter que c'est fini ça, ok. Et pour l'instant, vous allez voir, il n'y a pas de reprise de momentum et on continue à droite, ok. Donc là, on a un higher low, ok. Un bas plus bas et un haut plus bas pour l'instant. Si on arrive à recasser stop là, on arrivera à donner une dynamique baissière, une dynamique haussière, pardon. Et on aura effectivement le bottom qui aura été lock ici, sachant que si je dis pas de bêtises, on n'a pas touché les 61 encore. Ça le plus important. Hop. Non, on n'a pas touché. Donc voilà, on pourrait estimer qu'on est toujours sur le scénario bleu, d'accord. Moi j'estime qu'il a été invalidé et que pour l'instant il n'y a absolument rien à dire de plus. Voilà, ça je vais pouvoir l'enlever. Le FIB bien entendu il continue à descendre et la petite ligne bleue ici n'a plus aucun intérêt vu que c'était l'objectif du trade et que ça a déjà été validé. On repart sur notre public.
Bref, donc toujours running flat ici, hein, par rapport à cette impulsion-là. Si on valide pas ça, on va valider le dead cat bounce, d'accord? Si on valide pas le ABC ici, d'accord? Si ici on n'arrive pas à poser bottom pour reprendre la momentum haussier, les probabilités, ce sera d'aller casser le bottom, ok? Et en gros, c'est soit le scénario jaune, soit le scénario rouge, sachant que le scénario rouge aura beaucoup plus de chances d'advenir si on vient fill mon trade, d'accord? Si on vient toucher la petite boîte verte, il y a plus de chances que ce soit le scénario rouge. Si on touche pas la boîte verte, il y a plus de chances que ce soit le scénario jaune. Est-ce que c'est bon, vous avez compris? On remet le graphe, voilà. La partie de chart est terminée, sauf si vous avez des questions. Parce qu'en soi, j'ai rien d'autre à rajouter, d'accord? Donc GG a se compris le trade. Le gros problème si vous, enfin, je suis même pas revenu dessus, mais si vous avez long ici, les objectifs étaient là, les objectifs de sécurisation étaient là, TPP, SPP, TPP, SPP, trailing stop, SPP, quelque chose. À un moment donné, voilà. Normalement, vous êtes payé. On revient chercher la RLZ, ça galère, hop, reprise de dynamique haussière. Donc normalement, vous devez sécuriser si ça n'a pas déjà été fait. Donc dans tous les cas, même le pire scénario du mec qui a long ici, il est sorti break-even avec la bougie là. C'est impossible de ne pas se payer. Si vous ne vous payez pas là-dessus, raison de plus de ne pas jouer l'interne, hein, faut bien comprendre. Sinon, tout va bien. Pas de changement entre hier et aujourd'hui. On est toujours en downtrend. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. M15, on doit continuer à chaîner les divs. Daily, j'aimerais bien voir si on arrive à remonter ou pas sur MFI. Le MFI, pas du tout. Toujours pas. Ça aussi, pas pré-shot. Hein, donc le MFI se retourne pas pour l'instant. Voilà, c'est à peu près tout. Et j'ai pas besoin de dézoomer. Si je dézoome trop, je vais vous perdre. Et j'ai pas envie de vous perdre. Donc on va rester comme ça. Voilà. Donc le running flat, si on n'a pas le running flat, le bottom à 60 000 va lâcher. Zone d'intérêt short autour des 70-72. Et il y a de fortes chances que je le joue si j'ai pas réussi à rentrer long. D'accord? Donc si là, il vient pas chercher le long ici, dans la boîte là, il y a de fortes chances que moi je spécule short. Ok? C'est à peu près tout. Ah, vous voyez pas quand je dessine, excusez-moi. Vous avez vu tout le reste, mais vous avez pas vu ça. Je disais que si on pose le bottom là et qu'on remonte sans venir chercher la boîte verte, dans cette zone, je vais chercher short, ok? Chercher short. Je n'ai pas dit je vais shorter, j'ai dit je vais chercher short. Voilà, c'est à peu près tout. Premier support résistance dynamique à reprendre pour les boules 68-700. J'ai envie de poser des VWAP parce que ça peut être sympa. Hop. Donc on a un VWAP qui est horrible, d'accord? Et voir si ça coïncide avec le 38.2 serait sympathique. Hop. On est basse. Je vais le laisser. Bref, voilà. Donc premier point d'intérêt, 38.2 sur BTC en support résistance dynamique. À reprendre pour les boules. Et c'est tout. Donc hier pas en position, mais si j'avais joué l'interne, c'était bon. Aujourd'hui pas en position. Et il n'y a rien à dire de plus. Si ce n'est qu'on a encore lock le bottom à 2h du matin et que les Asiates drive la bourse comme d'habitude. Et que bien entendu, la métrique 15, elle est boule. Indicateur H1, M15, c'est boule. H4, c'est neutre. Daily, c'est les enfers, mais je suis à deux doigts de dire que c'est boule. Mais bon, ça l'est pas encore. H4, H1, 15 minutes, 30 minutes, c'est boule. Voilà. Voilà. Pouf. Non, c'est à peu près tout. Franchement, j'ai rien d'autre à rajouter. C'est assez simple. Hein. Donc là, il n'y a pas de scénario optimal. Il n'y a pas de scénario de drawdown tolérable vu que je ne suis pas en position. Il n'y a aucun scénario. Il y a juste une histoire de probabilité. D'un point de vue wave, vous allez voir ça en scénario, en termes de probabilité. D'accord? Moi, en tant que pas wave only, pour l'instant, je vois ça. D'accord? Donc, tant qu'on ne reprend pas les 38.2 de base, déjà là, l'intérêt est de partir à la baisse. Vous êtes toujours intérêt à partir à la hausse tant qu'on tient les bottoms ici. Donc, en gros, ça. C'est les deux flèches, en gros. C'est à peu près tout. S'il donne la dynamique haussière M15, là, s'il arrive à donner la dynamique haussière, d'accord? Donc là, il a fail, hein, d'accord? Donc le long, hop, il a l'objectif, mais il fail, il ravale. Si là, il arrive à repasser l'objectif, ok, et qu'il donne une dynamique haussière, s'il corrige derrière, on peut jouer avec les stops ici, même si ici, c'est en RLZ. C'est pas le cas, en plus. Mais même si c'était en RLZ, on pourrait le jouer. D'accord? Donc en interne, là, s'il donne la dynamique haussière et qu'il corrige, d'accord? Donc il peut donner la dynamique haussière corrigée ou donner la dynamique haussière et corriger plus tard, d'accord? Mais s'il corrige le move là,
une fois qu'il a donné la dynamique haussière. D'accord? Il passe au-dessus de ce niveau et il corrige, qu'il corrige là ou qu'il corrige là ou qu'il corrige là, je m'en branle, mais il corrige au bout d'un moment. La correction sera tradable de ouf avec les stops ici. Euh, et puis c'est tout. Et j'espère qu'il va me donner, parce que s'il ne le donne pas et qu'il me donne pas mon entrée, bah, je suis deg. Parce que là, s'il donne pas d'entrée, d'accord, s'il vient pas me filer le trade et qu'il corrige pas le up, genre il monte et après en fait il latéralise et il repart et il me laissera pas rentrer en fait. Ça, ce serait le pire scénario pour moi. Mais bon, j'aime bien dire le pire scénario quand tu mets des flèches vers le haut parce que c'est cool, tu vois. C'est à peu près tout. Ok? Donc la partie chart est terminée. Ça aurait été très rapide. Donc 15 minutes, un truc comme ça. Mais on savait que ce serait rapide. Je vais faire un pissou et après on enchaîne avec on enchaîne. Attendez, je vais vous mettre de la musique vite fait, une petite comptine là, et après on enchaîne. Dum 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 dum. Dans mon petit porte-monnaie magique, il y a des pièces fantastiques. Elles brillent comme des étoiles le soir. On les appelle Bitcoin dans l'histoire. Bitcoin, Bitcoin dans les nuages tout ronds. Avec des chamallows qui dansent en rond. On saute, on rit, on partage le trésor. Des bonbons et des blocs en or. Dans la forêt des ordinateurs, les petits blocs comptent les heures. 1, 2, 3, la chaîne grandit comme un feu de camp sous la nuit. Bitcoin, Bitcoin dans les nuages tout ronds. Avec des chamallows qui dansent en rond. On saute, on rit, on partage le trésor. Des bonbons et des blocs en or. Grillant chamallow au coin du feu. La blockchain brille dans nos yeux. Un bloc, un rire, un nouveau matin. Et la chanson repart plus loin. Bitcoin, Bitcoin, chantons la chanson. Avec les chamallows tout ronds. Claque des mains et saute encore. Dans le monde des blocs d'or. On s'éclate, hein. On s'éclate à Dallas. Ça vous a plu? Alors, la suite de ce live infernal. Je vais encore prendre un ban. Voilà, ça va être le deuxième. Non, c'est pas grave. Mais c'est pas du hors sujet. Normalement, ça va. Ouais, Suno, c'est génial, hein. Bref, je vous ai dit, vous étiez peut-être pas là hier, mais j'ai j'ai oublié d'enlever l'abonnement. Du coup, j'ai repris un mois pour rien. Donc, j'ai des crédits à dépenser sur Suno. Je pense qu'on va se faire des petites musiques. Voilà. Donc là, je l'ai fait un prompt en 30 secondes là, sur le comptine pour enfants, thème Bitcoin et chamallow. Voilà, c'était ça mon prompt. Et on va faire un truc mieux. On va peaufiner. Je veux une chanson, je veux plein de chansons en fait. Voilà. Je suis un gamin, putain, c'est incroyable. Mais au moins on rigole, c'est rigolo comme truc. Moi, je m'éclate avec Suno, c'est vraiment drôle. Mais bon, donc, si je vous dis, est-ce qu'il y en a un qui va me trouver la vidéo? Tiens. Si je vous dis Chamallow et Passe Navigo, je suis sûr qu'il y en a un au moins il l'a. Si je vous dis Chamallow plus Passe Navigo, vous me répondez arrête la drogue. Oui, d'accord, mais vous me répondez quoi? Pam, 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 pam.
Bitcoin, Bitcoin. Ouais, bien joué, bro. Bien joué. Ah là là. Un featuring avec l'archevêque et Sarah Knafo. Et Nathan Pissarro. Et alors lui, je sais pas c'est qui, lui. J'avais pas vu, ils étaient 3. Bon, bah ils sont 3. Pourquoi le mérite dérange la gauche? Attention, attention, ça va être collecte. Et t'avais dit qu'on Ah, tu m'as tué, bâtard, putain. Ah, au secours. Bon, pourquoi le mérite dérange la gauche? Fit Sarah Knafo, Éric Larchevêque et Nathan Pissarro. Fracture podcast. Fracture. Je pense que c'est rupture d'anévrisme. Ils auraient pu appeler la chaîne AVC Podcast. Mais on va pas juger avant d'avoir vu, hein. Donc, il me semble que j'ai jamais vu cette chaîne. Et j'ai hâte de voir la masterclass que ça va être, quoi. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Là, on est parti pour 3 jours, hein, je vous le dis d'entrée, hein. Elle dure combien de temps? 54 minutes. Oh, ça va. Avec un peu de chance, on le fait en 2 jours. Voilà. Ou alors, on aura serré avant et je vais la cut en milieu, peu probable. Ou alors, je prends mon deuxième ban, peu plus probable. Allez, c'est parti, les amis, on accroche la ceinture. Oh, putain, j'ai passé le teaser, hein, donc on se fait pas spoil. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fracture. Aujourd'hui, on reçoit Sarah Knafo. Bonjour Sarah. Vous me dites si le son ça va pas. Bonjour Nathan, bonjour Eric. Salut. Merci d'être avec nous. Alors, Ok, le donc concept Nathan, c'est le coach, j'allais dire. C'est le présentateur de cette chaîne. Je connais pas. Je sais pas qui c'est, je connais pas. Je m'en fous. de Fracture, c'est pas comme tous les podcasts. On va revenir un petit peu sur les fractures qui ont pu façonner un personnage public. Tu as fait un parcours académique très exigeant et très commun aux figures politiques, Sciences Po, ENA. Tu tires quoi de ces institutions? Est-ce que tu peux rapidement revenir sur ce parcours? Quel est le positif et le négatif que tu retires de tout ça? Déjà, bien sûr que j'en tire quelque chose de positif. Et je fais pas partie de ceux qui ont fait ces grandes écoles, qui ont rêvé d'intégrer ces institutions, et qui, une fois qu'ils en sortent, se mettent à casser du sucre sur leur dos. Si on prend l'exemple d'Emmanuel Macron, il a toute sa vie rêvé d'intégrer l'ENA. Il a passé les concours, il a tenté Normal Sup, ensuite il a eu C'est la première souverainiste qui va pas chier sur l'ENA, quoi. Cette meuf, elle est géniale. Cette meuf, elle est gold. concours de l'ENA. Et une fois qu'il est devenu président, la première des choses qu'il a trouvé à faire, c'est de détruire le modèle auquel il avait rêvé d'appartenir. Et peut-être que vous vous souvenez qu'au lendemain des Gilets jaunes, ces manifestations qui commencent quand même sur un ras-le-bol fiscal. Il en conclut qu'en réalité, ce que les Gilets jaunes demandent, c'est qu'on s'aborde le modèle d'élite à la française. Et donc ce qu'il annonce quand il fait une grande interview, c'est qu'il va supprimer l'ENA. Comme si c'était ça, le cri du cœur des Gilets jaunes qui se sont soulevés dans toute la France avant que le mouvement soit repris en main par l'extrême gauche. Et donc il annonce cette suppression de l'ENA. En réalité, comme avec Macron très souvent, il n'a pas supprimé l'ENA, il a renommé l'ENA, donc il l'a appelé l'INSP. Mais quand il a fait ça, je me suis dit, voilà un peu le modèle de haine de soi des élites françaises qui ont presque honte d'avoir réussi des concours que pourtant ils se sont donné du mal à obtenir. Donc moi, j'ai absolument pas honte. Au contraire, je l'ai voulu. J'ai travaillé dur pour l'avoir. C'est pas une rente, on me l'a pas donné. C'est un concours anonyme. Tu passes 5 heures d'épreuve sur 5 jours. Ensuite, tu as encore des euros, 5 euros. Donc c'est un concours qui est en effet exigeant. Il y a combien de personnes qui le passent pour combien d'admis? Il y a 1000 personnes qui le passent. Après, tu as 3 concours. Donc, tu as un concours externe où tu as 40 personnes qui sont prises. En tout, dans une promotion, il doit être 90. Tu as un concours interne, des gens qui étaient déjà dans la fonction publique et qui le passent. Et une troisième voie, des gens du monde de l'entreprise qui veulent obtenir les concours de l'ENA et c'est le contingent le plus faible. Donc, c'est un concours qui est exigeant, qui demande beaucoup de travail forcément et qui offre, dans l'apprentissage, une très très large fenêtre de vue sur ce que fait l'État. Et comme en France, l'État s'occupe de tout, et bah forcément, ça offre une fenêtre de vue sur tout. Donc, tu fais beaucoup de finances publiques, du droit public, de l'économie. Tu as une très belle épreuve qui sont en train de s'aborder qui s'appelle la culture générale. Ensuite, il y a des questions européennes, des questions internationales. Il y a un grand oral où là, ça part sur tous les thèmes. Pourquoi s'aborder? Parce que, alors, on part sur un autre sujet, mais tu as un peu une philosophie en ce moment. Dans les... Voilà, mais attends, la question, c'était pouvez-vous vous présenter? La meuf, elle a présenté l'ENA, elle s'est pas présentée.
et il passe direct à un autre sujet. grandes OK. écoles françaises et dans les grands concours, selon laquelle la culture générale ce serait une épreuve trop discriminante. Alors que au contraire, quel que soit l'endroit d'où tu viens, et je viens de Seine-Saint-Denis, tu as tous les moyens d'acquérir une culture, de lire des grands textes, de lire des grands T'inquiète, il y a pas d'âge et il y a pas de le pour raconter de la merde. Oui, qu'est-ce que je te dis? auteurs. Et donc avec cette idée très bourdieusienne, en fait très gauchiste, que si tu viens pas d'une Oh là famille là là là. d'universitaires ou de chercheurs au CNRS, t'arriveras Mais ta culture générale, elle vient de là où tu nais, en fait. Ah vas-y, j'ai pas envie d'aborder le truc. Vous faites chier, chier. Parce en fait, je suis d'accord avec Franck Lepage sur le truc, et j'ai pas envie d'être d'accord avec lui. Donc vous me faites chier. Voilà. On est obligé d'être d'accord avec eux. Ils sont moins cons que vous. Oh, ce truc de bourgeois. Bon, bref. jamais à acquérir une culture générale solide. Ouais, c'est que Tu tu es vois. trop bête en fait pour l'avoir si tu viens pas du bon sérail. Donc en fait, c'est très. Mais non, mais c'est pas t'es trop bête. Je suis obligé de rentrer dedans. Putain, vous êtes des débiles. C'est pas t'es trop bête. C'est que la culture générale, ça dépend de ton milieu social. Voilà. C'est tout. Du coup, c'est complètement débile. Attendez 2 secondes. Vous avez titré une vidéo qui s'appelle Pourquoi le mérite dérange la gauche, et vous êtes en train de me parler de culture générale. Le premier thème que vous abordez, c'est la culture générale. Putain, la couture de ton jean, elle est rouge. J'en peux plus. Ça n'a aucun rapport. C'est parce que je viens de bloquer dessus. Je dis putain, regardez, même la couture du jean, elle va pas. Bon, bref. Ok. Il n'y a pas de mérite à être cultivé. C'est aucun mérite, bro. Enfin, c'est vraiment un délire, ce truc. Très, Très méprisant c'est très socialement en méprisant, c'est réalité. un mépris de classe total. 100% Oui, d'accord. mépris de classe total. Non, mais c'est un mépris de classe total. Tout à fait. C'est un mépris de classe. Mais oui, bien sûr. Putain, c'est le truc avec le chien. Vous l'avez, ça, ou pas? Oh, le chien-chien, il est mignon, le chien-chien. Tu as vu, là? Le chien-chien, il court après le minou. Le wouhou. C'est le wouhou. Ah. Vous l'avez ou pas, celle-là? Attendez. Parce que, non, il est utile à l'agréable, sinon c'est juste un réact à la con. Le wouhou. Vous l'avez pas, le wouhou? Je vais vous montrer le wouhou. Ah, de débile. Putain, je suis obligé d'aller retaper les trucs de Lepage, quoi. Je sais pas quoi, j'ai plus les mots, quoi. Les enfants n'arrivent pas déjà à... Je sais même pas si c'est celui-là, mais c'est très certainement celui-là. Alors attendez. Putain. Ouais, mais le RIC, c'est un truc d'extrême gauche. Dans son logiciel de lecture de merde. C'est un truc d'ultra gauche. Étienne Chouard, c'est un mec d'ultra gauche pour eux. Alors qu'Étienne Chouard, il était traité d'ultra droite par les médias. Donc en fait, ça n'a plus aucun sens, leur histoire d'ultra droite, ultra gauche, je sais pas quoi, là. Casse les couilles, en fait. Avec leurs mots qui veulent rien dire. Gauchiste, gauchiste. C'est pas gauchiste ou droitardé, c'est une histoire de classe sociale. C'est une bourgeoise avec un autre bourgeois qui vient de m'expliquer la vie, quoi. Deux bourgeois discutent sur le mérite, quoi. Le mérite d'être bourgeois, c'est le mérite d'être né dans la famille où t'es né, bro. Enfin, au secours, me faites pas dire des trucs de gauche, merde, en fait. Bon, bref. à l'école égaux devant le langage. C'est ça la grande astuce. Déjà, quand ils arrivent à l'école, ils ne sont pas égaux devant le langage. Mais le riche. Bon, prenons un gosse de riche. Voilà, parce que c'est exactement ça. Donc, égaux devant devant. Le but, c'est de rendre les gens égaux, d'accord? Donc, on va enlever la culture générale, parce que c'est le pire truc, en fait. C'est le pire truc, parce que c'est hors établissement scolaire, en fait. Donc, les gosses, quand ils comprennent. Putain, c'est vraiment. T'es obligé de parler à des enfants avec des métaphores d'enfants pour expliquer des trucs d'enfants. À des mecs qui ont 50 piges. Sa mère voit un chien qui court après un chat dans la rue, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle dit, oh, gentil beau, regarde le chien. C'est un golden retriever, comme celui de Mamie Béatrix. Je crois qu'il court après un silk point. Je crois bien que c'est un siamois silk point. Voilà. Et ça, c'est ça la clé. C'est ça la guerre des classes, d'accord? C'est ça la culture G, en fait. C'est que ta mère, c'est une bourge, voilà.
T'as pas choisi. T'es né dans une famille où, en fait, tu vous vois à table, en fait. Voilà. Voilà. Et il y a des gens, ils naissent dans des familles où on mange pas à table. Tu comprends, camarade? Bon, là, ça, c'est la mère du riche, d'accord? La mère du pauvre, elle va dire quoi? Le gosse a déjà fait de l'anglais, enfin je dirais. Le gosse de pauvre. Même scène. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle dit Oh! Oh! Regarde Kevin! Regarde! Un woubou qui court après un Mimi! Oh, il est pas Mimi le woubou! Oh, pourquoi il court après le Mimi le woubou? Oh, le woubou, méchant woubou, il est pas Mimi le woubou! Voilà. Même situation, même contexte. Et après, tu vas leur poser des questions aux gamins. Et tu vas les juger sur leur capacité à répondre. Méthode globale. Il a changé de La maîtresse JDG. arrive, elle colle une image de chien devant le gosse de riche. Je lui dis qu'est-ce que c'est, comment ça s'appelle? Voilà, donc, et à l'école, on te colle une image de chien. C'est quoi, du coup, ça? Il dit, Golden Retriever. La maîtresse, très impressionnée, retourne. Dit, mais oui, Thibaut, c'est un Golden. Mais c'est très très Voilà. bien. Mais il est trop intelligent, ce gamin. Il a réussi à trouver que c'était un Golden Retriever. Voilà. Mais oui. La maîtresse est contente. On pose l'image devant le gosse de pauvre. Il dit qu'est-ce que c'est? Wouhou. La maîtresse un peu déçue. Et là, à partir de là, toute la fin du sketch, vous entendez bien, j'espère que vous l'entendez bien le sketch, toute la fin du sketch, c'est ça, du mépris de classe. Il va rendre le truc comique, mais le mépris de classe, c'est ce que va faire la prof, là. Enfin, la prof dans son scénario, d'accord? Je lui dis non, c'est pas un wou, c'est un chien. C'est un chien. Regarde, c'est un chien. Elle dit, c'est quoi? Wouhou. Non, tu m'écoutes pas. C'est un chien. Regarde, répète après moi. Chien. Wouhou. Non, wouhou, c'est ce qu'il dit, c'est son action. T'es en train de confondre le sujet et l'action. Wouhou, il aboie, mais lui, c'est un chien. Je te donne une dernière chance. C'est un wouhou. Bon, allez, tac, grille de micro-compétences, tac, tac. Ne reconnaît pas le sujet de l'action, enfin, vous voyez, tac. Voilà. Et Dieu sait que j'aime pas ce mec. D'accord? Franck Lepage, j'aime pas. Trop de trucs qu'il dit qui m'énervent, etc., etc. J'aime pas ce mec. Humainement, je l'aime pas. Dès qu'il est en dehors de ses confs, dès qu'il parle en vrai, il est insupportable, il est horrible. Ce mec est horrible. Bref, si t'es pas d'accord avec lui, t'es forcément un fasciste, etc., etc. Enfin, c'est vraiment ce mec est un enfer sur Terre. En revanche, il a des propos ultra pertinents, avec une capacité de vulgarisation non négligeable. Et genre ça, par exemple, en 2 minutes, tu fais comprendre ça aux gens. Et on revient sur la vidéo de l'autre qui vient t'expliquer, oui, la culture générale, les gens, ils ont, les Français, ils aiment, dans la gauche, elle a peur du mérite. Ça la dérange. Ah, je pensais pas que j'en arriverais à mettre un Franck Lepage. On est connaît, quoi. Où va le monde, quoi. Bref, bref, bref. Opportuniste de cette même Soral est passé dessus? Je sais pas, non, je pense pas. Peut-être, oui. Je sais pas, il est parti en Russie, donc peut-être que il va chill du BTC maintenant, j'en sais rien. L'archevêque n'est pas comme nous, c'est un créateur de valeur. Amen. Putain. Par contre, j'avoue qu'il a changé le JDG, il était pas mal. Et pourtant, on voit que cette épreuve, bien au contraire, les concours de l'ENA, quand tu regardes par le passé, il y avait Ouais. une beaucoup plus grande diversité sociale. Tu vous comprends pourquoi c'est débile ce qu'elle dit? Est-ce que vous comprenez pourquoi là, ce qu'elle vient de dire, c'est complètement con? Il n'y a pas une plus grande diversité sociale avec en critère la culture générale. Il y a plus d'entre-soi bourgeois. Oui. Il n'y a pas de mixité sociale. De quoi tu parles, en fait? Qu'est-ce que tu racontes? C'est ça, je supporte pas cette meuf. Elle est insupportable. Elle est insupportable. Elle est là, c'est vraiment l'expression du truc du pigeon, là. Genre, elle est toute fière. Elle dit des trucs, elle est toute fière. Contente.
il y avait des fils d'ouvriers, il y avait des Bien sûr, parce que le fils dans non, il y avait les woubous. Oh putain. petits-fils d'agriculteurs. Et quand on regarde l'élite universitaire et académique française, elle était en réalité beaucoup plus diverse socialement parlant il y a 40, 50 ans qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais en fait, à 40 et 50 ans, il y avait 30 fois plus de paysans qu'aujourd'hui, en fait. Déjà de base, donc en fait, tous les chiffres confondus vont tendre au même truc. Ça n'a aucun rapport avec l'épreuve de culture générale. Au secours. Et quand tu regardes par exemple Pompidou, bah, quand même c'est un petit-fils d'agriculteur, un fils d'instituteur qui devient normalien, qui devient président de la République. Il a Ouais, et qui est le premier à avoir vendu la France aux Rothschild. Ouais, bon. Bon, les droits tardés, quoi. pas des parents qui sont déjà des polytechniciens. Et aujourd'hui, à l'inverse, ce qu'on observe dans presque toutes les grandes écoles, que ce soit l'IX, que ce soit des grandes écoles de commerce, l'ENA ou Sciences Po, c'est Non, mais les mecs de droite, c'est des débiles. Ils sont débiles. Quand je vous dis les mecs de droite, je parle des figures publiques, hein. Genre type Sarah Knafo, etc. Tu vois. Bref. Je l'ai vu sur Thingerview, là, elle est passée, c'est rigolo, elle veut plus du tout répondre aux chiffres, elle répond plus aux chiffres. Elle dit non, non, c'est bon, je dis plus les chiffres. Ah, mais vous avez dit 50 € par an quand même. J'ai trompé. Excusez-moi, j'ai trompé. Candidate du peuple. C'est quoi la différence entre un bourgeois et un prolétaire? C'est qu'un bourgeois, il te dit 50 € par an pour le pass Navigo, fils de pute. Va. qu'il y a une sorte de surreprésentation des enfants d'enseignants, qu'on n'y retrouve plus du tout des enfants d'ouvriers ou d'agriculteurs. Donc, paradoxalement, alors même qu'on a tenté pendant des années de lutter C'est à 15 contre minutes sur les les nages, je m'en bats les inégalités à couilles. l'école, on a cessé de les creuser. Et donc le paradoxe, et ce que je dis là s'applique à l'économie comme à l'enseignement, à l'éducation ou à l'enseignement supérieur, c'est que plus une société se dit que son unique objectif, c'est de combattre les inégalités, et plus paradoxalement, elle les creuse. Et même à l'ENA, maintenant, tu as Source. Je comprends pas. l'impression que on tire vers le bas aussi là-bas. Tu Partout. penses? Partout. Bah, typiquement, cette épreuve de culture générale. Parlons de Sciences Po. Sciences Po, donc j'y ai été étudiante, puis enseignante, puis membre du jury d'admission. Donc j'ai vu cette école évoluer, malheureusement vers le mal. Pour que tu saches, moi, ma maman, elle travaille à Sciences Po, donc, et elle vient de prendre sa retraite la semaine dernière, donc elle est... Elle aussi, elle a vu. Ouais, et... Tu partages ouais. cette opinion? Alors ouais, je pense qu'elle fait partie plus des gens de droite que de gauche au sein de l'institution, mais... Donc il y en a. Ouais. Il y en a. Il y en Je a, pense qu'il y en bien a, sûr. bien sûr. Bah oui, tes parents, les siens, en fait, vous venez tous de le dire là. Donc en fait, il y a que des mecs de droite qui sont à Sciences Po et qui râlent de comment Sciences Po ça tourne alors que c'est eux qui le font tourner. Il y a que des mecs de gauche là-bas. Mais tes parents sont de droite, oui. Les siens aussi, oui. Bon, voilà. Donc si divers et varié, quoi. Ok. Bien sûr, Et c'est bien ce que sûr. j'allais te répondre quand je disais au départ. Silencieusement. Il y avait Moi, une j'ai pas honte pluralité. d'avoir fait ces écoles et j'en ai tiré énormément. Et je vais pas cracher sur ce que j'ai appris et sur ce que j'ai voulu en réalité. Et est-ce que tu as dû... Alors je sais pas si tu avais déjà des opinions de droite quand tu es arrivé à l'école. Donc il y a le bon Sciences Po et le mauvais Sciences Po. Le bon mec qui a fait Sciences Po, il est de droite. Le mauvais mec qui a fait Sciences Po, il est de gauche. Vous me fatiguez, hein. Sinon, Sciences Po, c'est des gens qui travaillent pas. Voilà. De droite ou de gauche. Tu sais, c'est comme l'histoire avec Quentin, là. C'est des bourgeois qui tapent d'autres bourgeois. Si je veux que je te dise d'autres, en fait. Et Oui. si oui, est-ce que tu as dû cacher tes opinions pour être un petit peu dans la normalité et éviter d'avoir des problèmes? Ou est-ce que, en toute humilité, parce que c'est aussi possible, tu étais en train de construire tes convictions au moment de Non, l'école? j'étais déjà de droite. En fait, quand j'étais en terminale, c'était le moment où Nicolas Sarkozy se représentait et je savais déjà que c'était la campagne qui me parlait le plus. Donc je sentais déjà quand même que j'étais une femme de droite. Ensuite, pendant ma scolarité, j'ai jamais caché mes opinions puisque j'ai toujours été élue de l'UNI, un C'est marrant parce que, tu vois, elle a le même âge que moi, elle est née le même mois que moi. C'est marrant parce que moi, sous Sarkozy, tu vois, ça faisait déjà 3 ans que je travaillais, en fait. syndicat de droite, le D'accord. seul syndicat de droite à l'époque dans les universités. Et tous les débats dont je parle aujourd'hui, c'était déjà des débats qu'on avait, à savoir eux qui prônaient en permanence les grèves, la lutte contre l'excellence, contre le mérite, le fait qu'on arrête de mettre des notes, qu'on arrête les classements. Et c'est pas un gros mot de dire qu'on est compétitif quand on est en cours, qu'on a envie d'avoir les meilleures notes. En fait, le problème, c'est qu'on avance plus en groupe que seul. On avance plus loin et plus sereinement en groupe que seul. En fait, en fait, la différence. Oh là là là.
OK. Donc, pour build un système collectif ou pour build un système individuel. C'est très simple. Il suffit que la triche pardon, excusez-moi, je viens de vous donner la réponse. Voilà, je me suis auto-spoil, je pourrais pas vous poser la question du coup. Il suffit que copier, céder, c'est tricher. C'est tout. Tout ce qui ressemble à du coopératif est associé à de la triche. Bah, c'est de la merde, excusez-moi, mais in fine, c'est de la merde. Enfin, je comprends pas. Qu'on a envie de réussir, c'est pas du tout un gros mot de vouloir réussir. C'est le cas dans l'entrepreneuriat, c'est le cas à l'école. Et j'ai vu des gens qui venaient de tous les milieux sociaux et qui, grâce à ce modèle-là, ont réussi à se surpasser. Et j'ai vu ce modèle se briser petit à petit à Sciences Po. Donc je vous disais, quand j'étais membre du jury d'admission, on nous demandait de privilégier le parcours personnel, associatif des élèves. La meuf, elle te dit c'était mieux avant, alors que ses parents avaient le même discours qu'elle. Vous vous cassiez les couilles avec les mêmes arguments il y a 30 ans. Et aujourd'hui, vous dites c'était mieux avant. Ah non. Plutôt que leurs notes à l'école. Et donc typiquement, on arrive à des absurdités où vous Et on s'en fout, je suis d'accord que ne pas noter les gens et leur mettre des putains de couleurs à la place, c'est un truc de demeurer qui rend les gens demeurés. Oui, d'accord. Oui, oui, oui. Est-ce que parce que il y a des couleurs à Sciences Po, on ne peut plus être de gauche en fait? vous avez des années où il n'y a pas un élève, par exemple du lycée Stanislas, qui est admis à Sciences Po, alors qu'on sait qu'il y a des élèves excellents qui sont presque recalés d'office parce qu'ils viennent pas du bon lycée, parce qu'ils n'ont pas le bon nom de famille, parce que c'est l'enseignement privé. Ouais, donc c'est un truc de bourgeois, de classe sociale, nom de famille et là où tu vis. C'est un problème de d'accord. Et ça, c'est la gauche du coup? Pas compris madame, hein. Donc ça déplaît. Ouais, les écoles privées, les pas privées, ouais, donc oui, c'est un problème de classe, ouais. Et on va privilégier des élèves qui ont des notes bien inférieures, mais qui ont pu avoir un parcours associatif qui plaisait au jury. Ça, Au typiquement, à secours. mes yeux, c'est anti-mérite et anti-justice sociale. Tu étais magistrat. Oui, non, mais on est d'accord. Oui, on est d'accord. Je suis 100% d'accord. Et moi, j'ai un autre exemple avec la même époque sous Sarko, tout pareil. Moi, à l'époque, je voulais travailler plus. Sous Sarkozy, les heures sup étaient majorées de bâtards et on pouvait travailler beaucoup, tu vois. En tant que salarié. J'ai connu que ça, va. Ok. Le casse les couilles, leur truc de désinstallation. Là. L'après Sarkozy, on pouvait plus bosser autant. Et j'étais à, je veux pas dire de conneries, soit j'étais à 35 et je voulais faire 42, soit j'étais à 39 et je voulais faire 45, je sais plus, bref. Mais je voulais faire plus que ce que j'avais en cours et je pouvais pas parce que pour pouvoir prétendre à faire plus, il fallait que j'habite en cité. Mais no joke, hein, premier degré. Si je venais pas du quartier Saint-Martin à Montpellier, si tu veux tout savoir, c'était pas possible. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que pour autant je suis devenu un mec de droite, quoi? Tu veux que je te dise, en fait? Magistrate à la Cour des comptes, tu m'as confié avoir été convoqué. Qu'est-ce que tu as vu de plus fou dans tes années un petit peu de la Cour des comptes, en analysant toutes les dépenses de l'État? Sur ma convocation, déjà, c'est malheureusement quelqu'un de la Cour des comptes qui l'a fait fuiter. Pour en dire deux mots et sans m'étendre, parce que c'est pas le lieu et que Lol. je m'en expliquerai plutôt avec la Cour des comptes qu'ici. Mais j'avais attaqué un homme qui s'appelle Rémi Rioux et qui se trouve être le directeur général de l'Agence française du développement, institution sur laquelle j'ai beaucoup écrit. J'ai fait un rapport. Je précise, pas quand j'étais à la Cour des comptes, mais je l'ai fait en tant que députée et parlementaire française. Et donc, quand j'ai fait ce travail, effectivement, j'ai jugé que la gestion de cette institution par sa direction générale était catastrophique. Et j'avais fait un tweet à l'époque, qui est donc public, pour dire que si Rémi Rioux était nommé premier président de la Cour des comptes, disons que c'était une nouvelle qui ne me réjouissait pas au regard du travail que j'avais fait. Ensuite, pour ce que j'ai vu quand j'étais magistrate, j'ai vu plein de choses, j'ai appris énormément de choses. C'est une sorte de fenêtre d'ouverture immense sur l'État, puisque la Cour des comptes, c'est un peu le chaînon manquant
Quel est son entre... rôle, si tu peux expliquer un peu Donc le rôle de la Cour des comptes, c'est de contrôler la gestion de l'argent public par l'administration. Et tu penses que c'est un vrai contre-pouvoir ou c'est plus un théâtre Je dirais qu'il y a deux choses. Premièrement, c'est le chaînon manquant entre l'opinion publique, donc le peuple, et ce que fait l'administration, et qui pourrait rester totalement opaque s'il n'y avait pas ce chaînon au milieu, qui est autorisé à aller contrôler sur place, sur pièce, aller inspecter les administrations, poser des questions, demander à rendre compte à chaque fonctionnaire de l'utilisation qu'il fait de l'argent public. Et la Cour des comptes est cette institution qui permet de publiciser la manière dont notre argent est utilisé. Ensuite, sur la question que tu poses, est-ce qu'elle a du pouvoir ? Donc Non. déjà, le pouvoir de rendre public, c'est pas neutre dans une démocratie, c'est un outil de transparence et c'est essentiel. Mais ensuite, il y a Non. un deuxième sujet. Ça, oui, mais enfin, ouais, mais non. Oui. Il faut des roues pour une voiture. Oui, d'accord. Mais il n'y a pas de moteur. Bon, si on fait comment? Bien les roues. Très bien les roues. C'est est-ce que les recommandations qu'elle fait sont suivies des faits. Quand on regarde Voilà. l'ensemble des rapports, on voit Tes roues, elles peuvent rouler. Non, les roues, elles sont carrées. Eh, tonton, pourquoi ça n'avance pas? Je sais pas, pourtant on a mis des roues, merde. qu'il y a une grande partie des recommandations qui sont ensuite appliquées par les administrations, parce que justement, il y a cette pression de l'opinion publique. Le fait de savoir que les citoyens vont lire le rapport, pourront constater ensuite l'année d'après que les réformes préconisées n'ont pas été mises en Je suis œuvre, pas c'est un sûr, outil de moi. pression. D'un côté, c'est frustrant. On se dit, il y a quand même des experts de la gestion des deniers publics, on voudrait qu'ils soient davantage écoutés. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on serait encore en démocratie si des gens qui ont été élus, désignés par un président élu, devaient se soumettre à quelques experts dans une institution? On voit bien qu'il y a une balance à faire. Mais typiquement, quand j'ai mené cette bataille contre l'aide publique au développement, dans les mois qui ont suivi, le budget de l'aide au développement a été baissé de 2 milliards d'euros. Et quand on a interrogé ce fameux Rémi Rioux, il a dit que c'était de ma faute, que c'est parce que j'avais délégitimé l'aide au développement. Puis même, ils sont marrants parce qu'au final, là, ils sont en train de défendre un système démocrate. La démocratie, c'est censé être de gauche. Pourquoi vous êtes démocrate? Je comprends pas. Je comprends pas. Limite presque, c'est de la dissonance au final. Je comprends pas. Et d'un autre côté, regarde, moi je me considère comme de gauche et je suis pas démocrate. Donc déjà, ça me fait chier quand je dois défendre la démocratie, pas démocrate. Mais là, ils sont en train de défendre la démocratie alors qu'ils sont même pas de gauche. Ça n'a plus de sens. C'est pour essayer de brosser dans le sens du poil les auditeurs. Je comprends. Attendez 2 secondes, il faut que je regarde un truc. C'est quoi la chaîne? C'est quoi le public de ça d'habitude? C'est quoi son public à lui? Il fait quoi? Le podcast qui parle des fractures de la vie. Vous y découvrirez les coulisses, anecdotes exclusives, ainsi que des discussions sur l'entrepreneuriat, l'investissement et divers sujets liés à votre vie quotidienne. Animé par Éric Larchevêque, Nathan Pissarro et Tony Parker, le fameux. Donc c'est un truc de 2025, c'est le putain, c'est les c'est les spots de The Bitcoin Society. D'accord. Donc c'est leur 4e vidéo, quoi. Ok, d'accord. D'accord. Et je me suis fait bait click par Sarah Knafo. Et même pas top, top dans les vues, quoi. D'accord. Donc c'est un relais satellite j'allais dire How to Bitcoin, The Bitcoin Society. On en est donc là. J'ai bien fait de regarder. Qu'il avait été contraint d'abaisser ses budgets. Moi, je le prends comme un immense compliment et je me dis, voilà, comme quoi mener des combats politiques peut avoir un impact Bien sûr. concret sur la vie des gens et le combat que vous menez aussi, et je pense que vous le sentez, commence à porter ses fruits et peut avoir un impact réel. On ne fait pas que parler, on Quel ne fait pas que combat? faire des vidéos. Ce qu'on Ah dit bon? a un impact parce qu'on alerte les gens et parce qu'à la fin, Putain, mais c'est le syndrome du personnage principal.
C'est un enfer. On ne fait pas que parler et faire des vidéos. Ah bon? Ah bon? Parfois, ils se sentent obligés de Ouais, c'est une suivre. bataille culturelle qu'on doit mener. Et est-ce que c'est ce que tu as vu à la Cour des comptes, en analysant un petit peu les comptes publics, est-ce que c'est ça qui t'a aussi motivé à aller en politique? Ça fait partie un petit peu de ton chemin? Clairement, ça fait partie des facteurs. Il y a beaucoup d'autres choses et je pense que vous voyez que je porte aussi beaucoup d'autres sujets. J'ai passé toute ma jeunesse, toute mon enfance en Seine-Saint-Denis, donc j'avais déjà matière à être révoltée de ce que j'y voyais, de MDR. l'impunité, de l'insécurité, du fait que très jeune, j'ai commencé à me dire en fait c'est anormal de vivre comme ça, d'avoir toujours peur pour sa sécurité, pour ses objets, de cacher son sac, quand on est une femme de pas s'habiller comme on veut. Toutes ces petites habitudes qu'on prend, parfois sans même s'en rendre compte, quand au bout d'un moment on se dit mais en fait c'est pas normal de vivre comme ça. Je pense que ça participe de la révolte. Et donc ça m'a emmené assez naturellement finalement à me dire où est-ce que je pourrais avoir l'impact le plus grand. Et je crois aujourd'hui que j'ai trouvé la réponse. C'est vrai que ça, Eric, c'est quelque chose de... on en a déjà parlé. Toi, tu as toujours dit que voilà, la politique n'était pas ton terrain de jeu, Politique électorale, oui. la politique électorale, que toi, tu penses qu'on peut... La politique électorale, c'est pas mon fonds de commerce. Ah, mais attendez 2 secondes! C'est son pote! Je viens d'avoir un flash là, Nathan machin, c'est pas le mec. Allez, bro, là je demande au gars qui regardait la keynote en live avec nous là. C'est pas lui que Archevêque il se fout de sa gueule à un moment donné, qui le filme alors qu'il veut pas le filmer là? 100% c'est son pote. C'est lui, le fameux. peut changer le monde grâce à l'entrepreneuriat et que les plus grandes transformations du monde sont aussi venues de Je ne fais l'entrepreneuriat. pas de politique politicienne. 4e vidéo sur la chaîne, invité Sarah Knafo. Ah bon? Ah bon? Est-ce que tu penses que il faut un joyeux mélange des deux? Alors je pense que entrepreneuriat et politique électorale font souvent pas bon ménage, parce que qui dit entrepreneuriat dit nécessité de faire du business, et donc après si tu Voilà. mélanges Alors que l'autre, faut avoir un minimum d'intégrité, d'honnêteté intellectuelle, de morale. Monsieur, j'aime pas le mot morale. En fait, c'est quand la prochaine fois que tu invites un mec de gauche, en fait? Quelqu'un de gauche, là. Tu vas faire que des mecs de droite pour faire de l'entre-soi, entrepreneuriat, parce que les gens aiment se lécher le cul entre eux, etc., etc. Et qu'il y a plein de gens, ils veulent rejoindre ton club privé pour rencontrer Sarah Knafo. Parce qu'elle est géniale, cette femme. Tout à fait splendide. des positions politiques fortes, parfois c'est compliqué, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne touchent pas à la politique, qui veulent jamais prendre position, qui veulent pas sortir. Et pour que ça change, il faut vraiment qu'il y ait des mouvements, en tout cas des bouleversements de société forts. Et je pense qu'en ce moment, c'est ce qu'on est en train de vivre. Je pense qu'il y a un ras-le-bol de plus en plus important des entrepreneurs, de toutes les personnes aussi qui essaient de travailler, de construire leur futur, et qui se sentent finalement plutôt mal et découragés. Et je pense qu'il va y avoir un peu une convergence à un moment entre les deux combats. Moi, effectivement, je suis toujours parti du principe que pour faire changer les choses, il fallait aller dans l'entrepreneuriat, parce que la politique, je pense que j'ai pas les clés, et quand on sait pas faire, ça sert à rien d'y aller. Mais aujourd'hui, je vois aussi à quel point on est contraint par le politique, dans l'entrepreneuriat, on est contraint par les décisions de l'État, par le fait que l'État soit partout. Il est mignon, il est trop marrant, le mec. Et quel âge il a, bordel? Quel âge il a pour dire des trucs aussi cons, putain? Mettre des normes, des taxes dans tous les sens, et que si on veut changer ça, il faut passer par une réforme de l'État, de la manière dont il fonctionne, et donc par l'action politique électorale, puisqu'il faut bien passer par là. Donc voilà, je ne fais pas de politique, mais je fais de la politique. Parce que la politique... À un moment, les choses convergent. La preuve, on est quand même ici dans un podcast qui a des opinions très, très libérales, et donc forcément politiques, alors qu'il y a 10 ans, jamais... Bah alors, tu viens de dire il y a 2 minutes que tu le... Putain, les invertébrés. On va vous appeler les invertébrés. C'est vraiment le cosplay chamallow. C'est mou comme un chamallow. Je pense que je me serais mêlé de ces sujets-là. Et c'est juste parce que, oui, si toi, tu étais une révoltée de la Seine-Saint-Denis, et moi, je commence à être un peu un révolté dans l'entrepreneuriat, et je suis clairement pas le seul. Tout à fait d'accord. Sincèrement, c'est exactement ce que je ressens. D'ailleurs, je suis très frappée de voir
que de plus en plus d'entrepreneurs, comme Eric, comme d'autres, s'engagent dans le débat public. Je dis pas dans la politique électorale, mais vraiment dans le débat public au sens noble. Et parfois, je retrouve chez eux beaucoup plus de sens de l'intérêt général que chez une grande majorité de politiques. Et c'est quand même très frappant de voir des gens qui ont un vrai métier, si on peut dire, qui s'occupent de créer de la valeur, qui créent de la richesse, Salut, qui Coxaki. embauchent, qui emploient, qui créent, qui innovent et qui, malgré ces journées à rallonge, trouvent le temps de penser à l'avenir de leur pays parce qu'ils se disent c'est aussi pour nos enfants, c'est aussi parce que tout simplement le dynamisme économique est en train de s'éroder en France et on sent Ah, mais là, le problème, c'est que, tu vois, le chamallow, c'était un maintenant ou deux demain. Bah, en fait, c'était un maintenant ou 0,5 aujourd'hui, tu vois. tous qu'on doit s'en occuper. Donc je vois typiquement, aujourd'hui je suis en plein dans ma campagne municipale à Paris, j'ai décidé de faire une liste qui ne soit pas une liste d'un parti, donc je me présente pas sous l'étiquette Reconquête, ma liste s'appelle Une ville heureuse, puisque c'est Incroyable. l'objectif, faire de Paris une ville heureuse, avec comme philosophie le fait d'accueillir absolument tout le monde, y compris des gens qui n'adhéreront jamais à un parti politique. Parce que c'est pas leur truc, parce qu'ils veulent pas être militants, parce que leur idée c'est pas d'être encartés, tout simplement parce qu'ils défendent ce projet-là, de rendre la liberté économique à Paris. C'est vraiment de la truc de débile mental, quoi. Pour une ville heureuse. Parce que les gens, ils veulent tous être heureux. Est-ce que t'as déjà vu un mec, tu lui dis, tu veux être malheureux? Il te répond, ah oui, j'attends que ça. Si je dis aux gens, vous allez être heureux, ils vont tous voter pour moi. Ils veulent tous être heureux. Eh oui, personne n'y a pensé à celle-là. Vite, vite, on va me la voler, mon idée. Vite. Paris, de retrouver le dynamisme économique de Paris, de faire de Tu la Paris vois, ma grosse culture générale. la capitale des entrepreneurs. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, je ne cherche pas des professionnels de la politique, mais des professionnels de la réussite. Des gens qui ont des solutions, qui connaissent les problèmes, qui les comprennent, qui se disent comment est-ce qu'on réfléchit uniquement pour résoudre les problèmes. Typiquement, j'ai accueilli Pierre Noisa sur ma liste qui est le avant-hier, dirigeant de Paymium, l'un des pionniers l'un des connaît bien, pionniers du du Bitcoin Bitcoin en France, si ce n'est oui. le pionnier. Qui a récemment subi. La tentative d'enlèvement Exactement. de sa fille. Terrible. Il a failli vivre des tragédies, on peut le dire, du fait d'un État qui n'arrive pas à garantir nos libertés premières et qui pourtant s'immisce partout dans le reste de nos vies. Donc on vit quand même dans une situation assez aberrante où on a un État ouais, qui d'accord. semble titanesque, Oui, ultra puissant. Mais concrètement, s'il vous plaît, madame, on fait comment, du coup? C'est quoi les propositions concrètes, là? Putain, elle aussi, elle va parler sans rien dire, quoi. Elle va dire des mots. Il y aura jamais d'exemple. Il y aura jamais de contact au réel, quoi. puissant avec les honnêtes gens et pour le coup totalement impuissant avec les délinquants et avec les voyous. Et je OK, on pense fait que quoi, c'est du aussi coup? ça qui crée la crise de défiance à Oui, l'égard oui, de bon, c'est bien, on a compris. Oui, madame, oui, madame, oui, madame. C'est exactement ça le problème. Oui, on est d'accord. Tout le monde est d'accord. Oui, c'est du même niveau que les gens, ils veulent être heureux. Putain, d'abrutis finis, quoi. OK, d'accord. Et vous voulez, qu'est-ce que vous proposez, quoi? Arrête d'étaler le problème sur 20 minutes, bordel. OK, mais concrètement, du coup, on fait quoi? Parce qu'à un moment donné, elle va finir par dire: «Et pour changer de sujet», et elle va parler d'autre chose, en fait. l'État, on a changé de monde ces dernières décennies. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec Eric quand il dit on sent que tout converge et que tout Ouais, le monde a ça oui, à cœur aujourd'hui, qu'on sent tous l'urgence aussi. Ouais. On sent tous l'urgence, d'où qu'on ouais. vienne. Donc il y a besoin absolument de tout le monde, pas que des politiques. Voilà, donc on sent l'urgence. Je comprends pas ce que tu veux dire. On a besoin de tout le monde. Je comprends pas. T'as besoin de moi pour faire quoi? Qu'est-ce que tu veux? Surtout pas que des politiques Ouais, d'ailleurs. et puis je pense que finalement, on se Et voilà, c'est tout. Voilà. Surtout pas des politiques, donc surtout pas de toi, en fait, OK. Et du coup, donc il y a toujours pas de réel, voilà. révèle peut-être tous un peu plus patriotes que ce qu'on aurait pu le penser, parce que c'était une notion qui avait Oui, d'accord. Oui, monsieur, je suis expatrié. Donc on te fait, en fait, je suis non, mais ta gueule, mec. un peu disparu, qu'on disait patriote, ou là, à la limite, c'était même devenu un gros mot. Et là, quand on voit que Mais le c'est toujours un gros mot, fils de, mais c'est pas grave. pays est en train de, quelque part, sombrer, bah, on se rappelle à nos devoirs et au fait que oui, on vit dans un pays, que c'est un pays qu'on aime et qu'il faut faire quelque chose. Et donc, je pense qu'il y a un peu un retour de ce... Voilà. Il faut faire quelque chose. C'est un pays qu'on aime. Tout le monde aime son pays. Voilà, merci, bonjour, voilà, porte ouverte, tenez, asseyez-vous, voilà. Il faut faire quelque chose. Je pense qu'il est temps de se poser la question de est-ce qu'il faut réfléchir sur est-ce qu'il faut faire quelque chose. On vote ça demain?
C'est bon. Patriotisme Ouais. vraiment là, positif et constructif. Voilà, le bon patriotisme, positif et constructif. Comme par exemple, je par exemple, une boulangerie, je comprends pas, en fait. Du coup, tu fais quoi, en fait? Un social club, pour prendre des petits déj avec tes potes? Je comprends pas. Regarde, Bitcoin, ça commence avec un B. Boulangerie, ça commence avec un B. Tu veux pas faire, un truc, local, participatif, je sais pas trop quoi, pour faire revivre les boulangeries dans ce pays où il y a plus de boulangerie? Et je sais pas, en fait, enfin, au secours? Non? Non? Bon, Et une autre question, Sarah, aujourd'hui, donc tu es en je sais pas, parce que peut-être que la boulangerie, c'est pas assez patriote, tu vois? Peut-être que la baguette de pain, c'est pas assez cliché, tu vois? Je sais pas, je demande. Non, mais c'est toujours un gros mot dans la tête des gens, quoi. Tu mets un drapeau français chez toi, t'es un fasciste. Enfin, la France, c'est le seul pays où quand tu mets ton drapeau, t'es considéré comme un fasciste, en fait. Bon, bref. t'es en campagne. Comment est-ce qu'on gère le budget, l'argent? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que on récupère une partie de cette somme ou est-ce que tout est perdu si on n'est pas élu? Comment ça marche? Déjà, pour répondre au début, je pense que vous avez tous vécu ça dans les belles aventures entrepreneuriales que vous avez menées. On est surtout heureux de le faire. Donc, il n'y a pas de fatigue qui compte, il n'y a pas de stress qui compte, il n'y a pas d'inquiétude, les coups des adversaires, on s'en fiche complètement. Il y a d'abord le bonheur d'agir dans le sens dans lequel Oh on là sent là. qu'on doit agir. D'abord, le bonheur d'agir. Au secours. Au secours. En fait, t'es ravagé avec tes mots de hippie, bonheur, joie, heureux, tout le monde est content. Donc, au mieux, c'est ça. Ou au pire, t'as raison, et du coup, je m'en bats les couilles. Voilà. Je m'en fous, en fait. Et c'est quoi ton problème? Tu payes trop d'impôts, mais c'est pas grave, t'es heureux. Eh mais casse-moi pas les couilles. Et je sens que je suis exactement là où je dois être. Et Ben pour le voilà, coup, c'est c'est ce bien. que j'observe depuis le début de la campagne, c'est que beaucoup de mes adversaires passent leur temps à regarder tout ce que je fais, à commenter, etc. Moi, je me dis, mais eux, ce sont pas mes adversaires. Mes adversaires, ce sont les gabegies, les problèmes des Parisiens, la saleté, les ordures, la mauvaise gestion de la ville de Paris, l'insécurité. Ça, ce sont mes adversaires. Ce Du sont coup, ceux que je veux battre. Et puis les autres, bon, bah, ils sont dans leur couloir, ils font ce qu'ils peuvent et puis qu'ils continuent. Et l'analyse que j'ai faite avant de m'engager dans cette campagne pour Paris, et du coup, elle peut pas prendre un exemple? Vas-y, parle pas de la sécurité, parce que la sécurité, tu vas dire des trucs, qui sont connotés racistes, blablabla, blablabla, tu veux pas te mouiller, c'est trop compliqué, OK. Vas-y, la propreté dans la rue. Ça va, tout le monde veut que ce soit propre dans la rue. Donc si on est d'accord, enfin, si c'est là, c'est tout le monde il est content, tout le monde il est heureux. Donne un exemple. Tu vas faire quoi? Tu vas x2 le salaire des éboueurs? Qu'est-ce que tu vas faire, en fait? Putain, donne un exemple, s'il te plaît. c'était que plus globalement, le désastre de la classe politique actuelle, leurs mauvaises décisions, avaient réussi à entamer la bonne humeur des Français. La politique a trop longtemps oublié La bonne humeur. Oh putain, qu'est-ce que tu ma bonne humeur, moi, que s'il bordel. y avait bien une obligation de résultat pour nos décisions, c'est quand même à la fin de donner les conditions du bonheur. Mais quand on grandit en Oh là là. Seine-Saint-Denis et qu'on voit des blocs de béton toute la journée, on n'a pas la même vie que quand on voit les invalides tous les matins. Ça joue sur le moral. Quand on voit aujourd'hui dans Paris le mobilier urbain historique qui disparaît au profit de mobilier atroce, gris, vous voyez là les réverbères qui sont en tige là comme ça, gris, Oh là 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 là. atroce, vraiment horrible, ou les poubelles en fer avec le sac plastique qui se balade au vent, tout ça, Mmh. tout Oh là 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 là. Putain, la bourgeoisie, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Putain, je remercie Dieu de pas être né bourgeois, bordel. Merci. Merci, j'aurais pu être une merde humaine. Putain, merci, quoi. ce genre de pollution visuelle, ça pèse sur le moral. Mais sur, par exemple, prenons les poubelles Oui. ou les bancs ou Oui. les réverbères. Est-ce que le choix d'avoir mis des tiges en métal, est-ce que c'était pas pour faire des économies? Non. Voilà, est-ce que c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire, bon, bah, en fait, il y a une déliquescence, mais c'est parce que. Non, mais à la limite, on s'en fout. On s'en fout de ce qui a été fait, de ce qu'on fait, machin. Qu'est-ce que vous proposez? J'en ai marre des gens qui critiquent. Vous faites quoi? Ouais, lui, il a mal fait. D'accord, tu veux faire quoi, toi? Je sais pas, mais moi, si c'était moi, on dirait Trump, quoi. Trump en 2013, là. Oh, si j'avais été président, il y aurait jamais eu de conflit avec l'Iran.
13 ans plus tard. Very simple. Parce qu'il y a moins d'argent, on coupe les Ouais. budgets. Et là, si tu dirais, bon, on va rendre plus beau, donc ça risque de coûter plus cher, alors que tu dis en même temps, on va plutôt essayer de redresser les comptes Ouais. de la ville. Est-ce que, Ouais, voilà, alors deux choses. Premièrement, c'était pas pour faire des économies. C'était plutôt une idéologie qui s'appelle le fonctionnalisme en architecture, je vais y Oh revenir. là là Et là là deuxièmement, là. non, ça coûte pas très cher en réalité. Si tu prends typiquement les kiosques, ça a coûté 0 à la ville parce que c'était financé, c'est financé par la la publicité, ouais. par JC Decaux pour ne pas les nommer, qui finance par la publicité. Donc la ville n'a JC pas Decaux, gaspillé d'argent pour les c'est changer. la putain, les mecs, ils ont des cadeaux fiscaux en centaines de milliers de dollars. Et l'autre, elle te dit, ouais, non, mais c'est privé, hein, c'est pas l'argent public. Bah, ils payent pas leurs impôts, en fait. Vous leur faites des putains des fiscs de fils de pute, en fait. Non, mais c'est lunaire, en fait. Mais en revanche, quand on leur a présenté un choix entre soit un mobilier urbain plutôt iconique de Paris, qui représentait ce que Paris a On peut se faire toujours été, forger, enfin des choses Voilà. très parisiennes. Ouais. ou un deuxième très fonctionnel, beaucoup plus froid, beaucoup plus neutre, la ville de Paris a choisi évidemment le deuxième. D'accord, donc Beaucoup c'est de mauvais goût, idéologique. donc c'est pas- idéologique. ok. Le fonctionnalisme, ça repose sur l'idée que l'ornement, la beauté, les décorations, on a finalement, compris, sont que des vas-y. fioritures inutiles Pardon, et que c'est tout ce qui P-word. compte, c'est Excusez-moi. qu'un objet serve à quelque chose. Cette idéologie, ça nous vient de Le Corbusier, qui, par exemple, quand il est allé à Rome, en revient en disant « Rome, c'est un musée des horreurs ». Et quand on lui demande pourquoi, vous imaginez penser que Rome est un musée des horreurs. Les fontaines, les ornements, surtout les monuments, il y a Mais trop les de touristes viennent fioritures. pour ça, je veux dire. C'est Exactement. notre histoire. Mais exactement. Et il dit que pour lui, l'architecture idéale, c'est celle d'un avion. Un avion. Putain, mais on s'en bat les couilles, hein. Franchement, c'est quoi ces conversations, les mecs? Putain, on s'en bat les couilles. Je m'en branle de la forme du lampadaire, ta gueule. Je m'en fous, putain. Tout sert à quelque chose, il n'y a aucun objet inutile, il y a seulement les sièges, les tablettes, et pour lui, c'est ça Ça l'idéal. s'appelle la Corée du Nord. Bravo. Et donc, Le Oh là là, oh là là, bravo, ça s'appelle la Corée. Oh là 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 là. Non, ça s'appelle Smith et Wesson. Voilà. Tu veux dire un truc de droite? Ça s'appelle une arme à feu, fils de pute. Voilà. Il n'y a pas de fioriture. Les pièces sont interchangeables sur des siècles. Ça fonctionne bien. Choisis ton bulletin de vote. Choisis ta comparaison de merde, en fait. Vas-y, choisis-la, ta comparaison. Tu veux dire un truc de droite? Voilà, j'ai dit un truc de droite. Ah, oh là là. Et vous avez vu, j'ai dit Corée du Nord, hein. J'ai dit Corée du Nord, regardez, oh, putain, je suis tellement malin. Putain, mais les abrutis finis, quoi. Corbusier a gagné dans les années 60, 70, et on a commencé à construire uniquement avec ce modèle fonctionnaliste. Donc des grandes Voilà, il faut pas d'infos. Putain, c'est tellement débile, quoi. tours HLM, et à l'époque, c'était ça la modernité. On se disait, Ouais, c'était bienvenu il dans y a le le futur. chauffage, exactement. Tout est droit, tout est net, il y a le nombre de chambres qu'il faut, il n'y a pas d'ornement, il n'y a pas de parquet, moulure, pas de cheminée. Mais qu'est-ce qu'on remarque 60 ans plus tard? Que ce qui est éternel, ce qui est moderne, ce qui est plébiscité par le monde entier, c'est le vieil haussmannien. Donc le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, le XVIIe, le XVIIIe siècle sont beaucoup plus modernes que ce qui a été fait dans la deuxième moitié du XXe siècle. On voit que le monde entier pleure quand Notre-Dame brûle, alors que ça en fait des siècles Notre-Dame. Hein. On voit que le monde entier se sent concerné quand le Louvre se fait braquer, là aussi, ça en fait des siècles, et que finalement les touristes du monde entier plébiscitent plutôt ce qui nous a été légué. Vous vous rendez compte, ça fait des siècles et tout est flagué sous la 5e République. On t'avoue, en fait. On t'avoue de merde. Ce qu'on a eu la prétention de détruire. Donc ce que je veux faire, et c'est dans mon programme, c'est à la fois beaucoup plus de liberté pour le secteur immobilier à Paris, déplafonner les prix des loyers par exemple. Oui, bah voilà, allons-y, tonton. Enfin là là. Ok, donc c'est le premier truc concret qu'elle a dit. Premier truc concret qu'elle a dit, c'est déplafonner les loyers à Paris. Vous me dites que ça, c'est une candidate du peuple, du petit peuple. À la limite, ça me dérange pas qu'elle soit candidate de la bourgeoisie, tu vois. C'est juste la dissonance qui me dérange, enfin, au secours. Bon. Bah, n'empêche, elle est dans le bon milieu. C'est pareil que pour l'archevêque, tu vois. L'archevêque n'est suivi que par des
C'est vraiment le même cercle. Ça m'étonne tellement pas qu'ils se fassent des trucs ensemble. Ça m'étonne tellement pas. Abroger ce PLU bioclimatique qui freine totalement le dynamisme Les gens, ils sont heureux, ils vont être gentils, tout le monde il est content. Tiens, tu veux un chamallow? Eh putain, ils se sont trop bien trouvés, les mecs. Ils se sont trop bien de trouvés. Paris, mais rétablir les règles de ce que doit être un PLU, un plan local d'urbanisme, à savoir préserver l'harmonie architecturale, l'harmonie visuelle de Paris. Putain, je vais en Revenons prendre, maintenant sur le budget de la campagne. Oui. Est-ce que c'est comme une campagne présidentielle où tu dois faire 5%? Est-ce que c'est à perte? Comment ça se finance? Est-ce que tu as des donateurs? Est-ce que c'est toi, tu as mis tout ce que tu pouvais? Est-ce que tu es limité? Merci Eric, Voilà. tu vas me permettre de faire un appel aux dons Super. maintenant dès aujourd'hui. Super, donc vous avez pas... Voilà. Voilà, donc du coup, l'archevêque, il va parler de quoi? Vu qu'il sait parler que de ça, il va parler d'argent. Et l'argent, du coup. On n'a pas parlé d'argent. Tiens, tu veux un chamallow? Donc la campagne municipale à Paris, le plafond de dépenses, c'est environ 1 million d'euros. En France, c'est très limité. Oui. Aux États-Unis, typiquement, tu peux dépenser Est-ce que tu veux, des oui. centaines de millions C'est d'euros. pour ça que ça se joue avec l'argent là-bas. Ouais. Beaucoup. En France, c'est très limité. Alors, on pourrait dire que ça correspond à la Mais alors, philosophie si t'es française. Paris ou une toute petit village, c'est 1 million, c'est ça? Non, ça Non. dépend. Ça Il y a dépend quand des même, communes. d'accord. À Ouais, Paris, c'est c'est des 1 critères million. qui sont archi complexes. C'est 1 million et ensuite, par arrondissement, tu as un plafond de dépenses aussi. Ok. Donc, c'est 1 million, ce qui fait que c'est une Mais c'est une histoire de bien commun et de majorité. Le candidate du petit peuple, elle parle pas de la majorité. En fait, juste parce que regarde, le fait que tu sois propriétaire de chez toi, déjà, tu fais partie de la minorité. Donc, si tu es multipropriétaire, tu fais partie de la minorité de la minorité. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est pas un argument du peuple, c'est tout. Ça n'arrange pas la majorité des gens. C'est tout. C'est juste ça le gros problème. La connotation, c'est une candidate du peuple. Non, c'est une bourgeoise. Une bourgeoise. C'est pas grave d'être bourgeois. C'est là le truc qui me fume, en fait. C'est pas grave d'être bourgeois. C'est grave d'être un traître à sa classe. Voilà. Quelque part, peut-être. Mais c'est pas grave d'être bourgeois. Mais à aucun moment, c'est une candidate du peuple. C'est tout. C'est pas grave. somme qui C'est dramatique que le premier truc qu'elle arrive à dire de concret, c'est déplafonner les loyers. Enfin, j'avoue. Mais bon. peut se lever facilement avec tous les gens qui nous écoutent, que chaque personne peut donner 7 500 € maximum. Oui. Donc ça aussi, c'est limité, c'est capé en France. C'est Aux défiscalisé. États-Unis, c'est illimité. Défiscalisé à hauteur de 2/3, donc 66% du don est défiscalisé. 7 500 par personne. En gros, la philosophie française, c'est il peut pas y avoir une personne qui soit riche et qui finance trop une campagne parce qu'ensuite le risque de corruption est grand. C'est une philosophie qui s'entend. Aux États-Unis, il y a oui. une différence. Jusque-là, on est d'accord. Enfin, waouh! C'est tellement un truc de communiste. Au secours, quoi. Vite! Foutez-moi tout ça au goulag. C'est tellement du communisme. Vous vous rendez compte? Différentes philosophies, c'est que vous pouvez donner énormément, des dizaines de millions d'euros pour un candidat, mais tout est transparent. Donc la personne qui vous a donné, son nom apparaît. Ce qui fait qu'il y a une sorte de contrôle par la transparence, on disait tout à l'heure sur la Cour des comptes, Tout est transparent, où Ken. ça va être Non, mais attendez. Encore une vidéo où on parle de Trump et des États-Unis. Je m'en bats les couilles. Je m'en fous. Ça, mais pourquoi tout le temps les mêmes... J'ai l'impression de regarder la même chose, quoi. difficile de corrompre, alors que le peuple tout entier est au courant que la personne a donné de l'argent. Est-ce qu'on préfère la transparence totale et des montants plus élevés, ou est-ce qu'on préfère le système français actuel de financement? Transparence totale. Les États-Unis, la transparence totale. Partant de là, on peut tout dire, en fait. De la vie Il est pas publique. mal, hein, ce système français là-dessus. Alors, il faut convaincre plus de gens. C'est ça, faut Voilà. convaincre plus de Faut gens. convaincre Mais plus de et gens. tu peux Ouais. pas dépenser Oui, c'est le principe, oui. Vous vous rendez compte? La majorité. Oh mon Dieu, quelle horreur! donc plus qu'1 million. C'est-à-dire, tu Non, peux pas ça, être c'est interdit. déficitaire. Ouais. J'imagine que c'est une association. C'est une association de financement, donc moi l'association c'est Sarah pour Paris. Et ensuite, une fois que tu es élu ou pas, en tout cas, c'est dissous. Parce que là, c'est pas un parti. Ça peut aussi être un parti. Donc un parti peut soutenir une Mais là, candidature. dans Non, t'inquiète, y a aucun problème. Kozaki. Putain. Kozaki. ton cas, je veux dire, là, c'est toi, c'est Dans quelque mon chose cas, par d'indépendant. exemple, moi, je me présente sur une liste indépendante, Ouais. mais j'espère qu'il y aura plusieurs partis qui soutiendront ma candidature. Oui, mais Donc, qui viendront abonder. ils peuvent. Et là, ils sont limités à 7 500 €. Les partis, non, Oui. ils peuvent prêter
Ils de peuvent l'argent à la prêter. campagne. Oui. D'accord, Tu ok. peux aussi recevoir des prêts. Mais dans tous les cas, est-ce que tu peux Bon, dépenser ça n'a plus aucun d'un sens million? du Non, coup. impossible. D'accord. Dans tous Malgré les tout cas, ça, ça c'est impossible quoi qu'il arrive. Et si ce million n'était pas dépensé en totalité, qu'advient-il de l'argent? Soit par exemple, si un parti te soutient, mettons, donc il prête, tu dépenses pas tout, Tu lui donc tu lui rends, bon, très classiquement. Ou alors, les gens peuvent aussi financer un parti qui ensuite va te prêter de l'argent. Dans ce cas-là, l'argent reste dans le parti. Tu peux aussi faire le choix de rendre. Je pense que ça dépend, c'est à la discrétion. Après, généralement, dans les campagnes, quand vous recevez chez ouais, pour vous tout ce qui est vote, tous les documents tout à fait, électoraux, ouais. donc ça, c'est ce qui coûte cher dans les campagnes. La deuxième chose la plus chère, ce sont les meetings. Ouais. Là, les C'est réunions des publiques. 20-25 000 euros pour Ouais, ça coûte cher parce que la technique coûte cher, la captation coûte Ouais, cher. bien sans sûr, à rentrer dans chaque les fois, c'est détails. normal. la prod. Après ça, vous Et, savez, quand vous faites des événements, que ce sont des Ouais, choses qui ouais. coûtent cher. Vous vous rendez compte, le réel, ça coûte cher. Hein. Dès qu'il faut payer des gens, bande de trous du cul, quoi. Putain. Oh, ça coûte cher quand même. Il y a des gens, ils bossent et tout. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, bah, les bouguinous et les bouguinas, on se dit à demain, même endroit, même heure. On finira la vidéo. On en est à combien, là? On en est à la moitié, hein. On l'a fini demain, hein. Elle va pas durer plus que demain. On l'a fini demain, large. Donc là, c'était le vrai coup d'une campagne. Le timer après, ce sera comment Sarah appréhende ses détracteurs. Ok. La vision de Sarah pour Paris. Ok, super. Et la campagne présidentielle de 2022. Ok. Enfin, putain. Ok, pourquoi pas. Après, l'avis de Sarah sur la politique de Trump. Mais oui, ce serait con quand même qu'elle nous parle de chez nous. Mon Dieu, le timer est ultra long. L'anecdote d'Eric. Oh putain, ça va être la masterclass. On a 1 minute, c'est l'anecdote d'Eric. Le mec l'a timé, putain, cette pute. Et la conclusion. C'est génial. Ça va être du grand art. Je regarde les timers vite fait de ce qu'on a regardé. Le parcours académique de Sarah, ses années en tant que magistrat à la Cour des comptes, l'entrepreneuriat comme moteur de changement et le vrai coup d'une... Oh, on aurait pu tout skipper. Bon. La deuxième partie a l'air d'être plus intéressante. Enfin, plus intéressante. On va parler de Trump pendant la moitié de la vidéo. Secours. Belle vidéo de merde encore. Là, j'ai vu Sarah Knafo et l'archevêque, j'ai fait ah ouais, là, il faut cliquer là. Et en plus, c'est fait par The Bitcoin Society. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Qu'est-ce de plus, quoi. Bref, portez-vous bien les bros. Si je rentre le trade et qu'on n'est pas en live, je vous le mets sur Discord. Et je vous dis à demain, même endroit, même heure pour ceux qui seront là. Je vous mets les replays sur Twitch plus tard dans la journée, là, hier et aujourd'hui. Enfin, sur YouTube, hier et aujourd'hui. Et tout va bien. Peace.